Bonsoir à tous. Bonsoir Fabien Chaunet. Bonsoir. Alors aujourd'hui nous recevons Fabien Chaunet, qui est un X-Pon, qui est cofondateur de Direct Energy, qui est l'un des plus gros, on peut le dire, fournisseurs d'électricité privée en France, et également fondateur de Fabelsi. Donc vous avez également participé à la création de l'Anode, qui est l'Association nationale des opérateurs détaillants en énergie, qui est une association qui vise à représenter les intérêts des entreprises qui sont désireuses d'entretenir le marché concurrentiel de l'énergie. Et vous êtes également une personnalité très polyvalente puisque vous soutenez des projets tels que une équipe cycliste qui a participé au Tour de France. Et également, vous avez une part importante dans le projet Guimard, qui vise à créer un musée en hommage à Hector Guimard, qui est un grand architecte français, qui est notamment l'architecte qui a réalisé les bouches de métro parisiennes. Donc, concernant cette conférence, nous allons l'organiser en plusieurs temps. Donc, tout d'abord, je vous propose que vous reveniez plus en détail que je ne l'ai fait sur votre parcours, notamment sur tout ce qui va être la création de votre entreprise et toute la carrière que vous avez pu avoir en son sein. Dans un deuxième temps, je vous propose d'avoir un échange sur les problématiques énergétiques actuelles, en période très perturbée de crise énergétique. Et enfin, on finira par un temps de questions-réponses avec l'Assemblée, si ça vous va. Parfait. Merci Louis. Bonjour à tous. Effectivement, quand j'ai posé la question de savoir de quoi vous voulez que je parle, de mon parcours ou du secteur, tu m'as répondu. Je vais te tutoyer, ça te dérange pas? Avec plaisir. Mais si tu veux le faire, tu peux le faire aussi. Ça me fera encore plus plaisir qu'à toi sans doute. Tu m'as répondu les deux. Donc, je vais effectivement vous parler à la fois de mon parcours et donc de ma personne. Donc, je suis vraiment désolé, c'est pas très modeste, mais je vais le faire. Si vous vous emmerdez, vous pouvez vous endormir, ça pose pas de problème. Et en même temps, je vais parler du marché de l'électricité parce qu'évidemment les deux sont très très liés. En plus, comme le marché de l'électricité est vraiment d'actualité en ce moment, c'est assez intéressant d'en parler au cours de la présentation de mon parcours, que je vais faire de manière chronologique pour faire plus simple, mais sachant que je finirai effectivement par pas mal d'éléments sur l'actualité qui est très 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 chahuté sur le marché de l'électricité en particulier, sur le marché de l'énergie, parce que le gaz est à l'origine de tout ça en partie, mais sur le marché de l'électricité en particulier. Donc je vais faire ça. Au niveau des questions, ce que je vous propose, si c'est... c'est de la bière? Ah non, ça a bien changé l'école des ponts. L'amphicochie a bien changé aussi. Celui dans lequel j'étais est un petit peu différent. Ça me rappelle quand j'étais à l'X, il y avait des vieux X, vraiment des croulants d'à peu près 50 ans qui arrivaient et qui venaient nous parler de l'X d'avant qui était à Paris. Maintenant c'est mon tour, je vous parle des ponts d'avant qui étaient à Paris. C'est comme ça. Bref, donc mon parcours, sinon on ne va pas se sortir. Mon parcours, donc effectivement, je suis sorti de l'école des ponts et chaussées en 96. Moi je voulais absolument faire les ponts et chaussées après l'X parce que je voulais absolument faire du génie civil. J'avais d'ailleurs fait un stage chez Bouygues qui ne s'était pas très bien passé à l'époque. Donc en sortant des ponts, j'ai voulu essayer une petite entreprise parce que j'étais déjà un petit peu attiré par la création d'entreprise. Donc je suis rentré dans une start-up qui s'appelait Deacom, je ne sais pas ce qu'elle est devenue, et qui travaillait dans le domaine du génie civil d'ailleurs, et qui avait gagné un contrat assez important pour préparer les stades de foot, parce que j'aime beaucoup le foot aussi, tu l'as pas dit, mais j'ai également sponsorisé l'Olympique de Marseille, la dernière fois qu'ils ont gagné le titre. Et donc j'étais ravi de travailler à la fois dans le génie civil et également pour préparer la Coupe du Monde de 98 sur les stades de foot. Alors le problème c'est qu'au bout d'un mois je me suis rendu compte que le patron de cette start-up était complètement dingue, c'est un menteur, il était incompétent, puis je peux pas rester là-dedans, c'est dommage, c'était vraiment, ça avait l'air sympa. Et au même moment j'avais passé des entretiens chez EDF quand je suis sorti des ponts pour tester les entretiens et un mois plus tard, ils ont mis un peu de temps à se réveiller, ils me disent finalement on veut de vous, est-ce que vous voulez venir? J'étais en train de démissionner de la boîte, EDF me dit venez. C'est pas le secteur sur lequel j'avais envie de travailler, c'était pas la boîte dans laquelle je rêvais, mais je me suis dit bon, puisqu'il me propose et que de toute façon je quitte l'autre, je suis rentré chez EDF, mais alors totalement par hasard. Et là, effectivement, j'ai découvert
d'abord une entreprise qui est quand même assez intéressante, assez passionnante. Elle a des gros défauts, mais également des très grandes qualités. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ça, sinon on s'en sort vraiment pas. En tout cas, je suis arrivé à un moment qui est passionnant parce que je suis arrivé en 96, donc fin 96 chez EDF, qui est donc l'année de la directive de libéralisation des marchés de l'électricité en Europe, qui prévoyait à ce stade-là que la libéralisation de la fourniture sur les grands sites industriels. Donc je rentre à la division recherche et développement d'EDF, au service études du réseau, qui est un des services les plus importants, parce qu'évidemment le développement du réseau c'est très important pour la sécurité d'approvisionnement, on y reviendra après, puisque pour tout vous dire, c'est effectivement chez EDF que j'ai appris tous les fondamentaux du système électrique, que malheureusement peu de gens connaissent finalement. En 2000, je rentre à la direction de la stratégie d'EDF après la division recherche-développement pour préparer l'ouverture du marché, puisque les étapes d'ouverture du marché, les étapes progressives du marché continuent à avancer. Donc une loi française qui date de février 2000 était passée, donc je rentre à la direction de la stratégie, donc au service centre d'EDF, pour préparer l'ouverture des marchés en France. Et je commence à apprendre pas mal de choses sur l'ouverture du marché. Et je participe notamment à un groupe de travail interdirectionnel de toutes les directions d'EDF, un groupe de travail qui s'appelait le modèle de l'attaquant, où on réunissait toutes les têtes pensantes d'EDF pour se poser la question de savoir, mais finalement, qu'est-ce qu'un attaquant pourrait faire en France pour nuire à EDF, ou en tout cas pour pénétrer le marché français. Et j'ai trouvé que c'était un exercice assez intéressant, puisque j'ai juste mis en œuvre ce qu'on m'a appris chez EDF, à savoir créer l'attaquant qu'on m'avait proposé de faire. À l'époque, quand je suis rentré en 96, il n'y avait pas de clause de non-concurrence dans les contrats, donc c'était possible. Donc j'ai effectivement créé en 2003, suite à la dernière décision qui datait de novembre 2002 d'ouvrir les marchés de manière définitive et complète, avec 2 étapes importantes. Le 1er juillet 2004, ouverture du marché à l'ensemble des petits professionnels, et 1er juillet 2007, ouverture du marché à l'ensemble des consommateurs, y compris résidentiels. Donc nous, on s'est lancé en 2003 pour l'étape de 2004, parce qu'on avait pour stratégie de développer une activité de fourniture uniquement sur les petits sites de consommation. Alors, il y a plusieurs raisons. La première, sur les grands sites de consommation, il y a finalement peu de valeur à ajouter parce que c'est des consommateurs qui ont des très grosses consommations, qui ont des compteurs sophistiqués, on sait exactement ce qu'ils consomment à quel moment, c'est des volumes en jeu très importants, donc c'est relativement capitalistique, c'est très concurrentiel, tous les opérateurs européens venaient sur le marché français sur ce marché-là, donc il n'y avait pas grand-chose à faire. En revanche, sur les petits sites de consommation, que ce soit les petits professionnels en 2004 ou les résidentiels en 2007, là, il y avait beaucoup de complexité pour ouvrir ce marché-là, parce qu'ils ont ils avaient des compteurs très rudimentaires à l'époque. Maintenant, on a tous Linky, je ne sais pas si vous connaissez ce compteur-là, on pourra en reparler si vous voulez. Mais donc, à partir du moment où vous avez des compteurs rudimentaires, quand vous ouvrez le marché, il faut savoir ce que vous devez apporter au client pour l'approvisionner. Parce que l'électricité n'étant pas stockable, il faut être capable de dire qui consomme quoi à chaque demi-heure, alors que vous avez des relèves sur ces consommateurs que de manière semestrielle. Donc en fait, quand vous avez une consommation semestrielle sur un client, dans le processus de réconciliation des flux, il faut répartir chacune de ces consommations demi-horaires sur chacune des demi-heures, alors que vous avez que la somme, et ça, vous devez le faire sur 32 millions de sites. Donc c'est un dispositif un petit peu compliqué qu'il a fallu mettre en place. Donc voilà, il y avait un savoir-faire très spécifique sur la question de l'approvisionnement, qui nécessitait d'ailleurs un savoir-faire en termes de système d'information, parce qu'effectivement tout ça c'est des règles conventionnelles qu'il faut implémenter dans les systèmes d'information. C'est la raison pour laquelle j'ai créé Direct Energy avec un de mes camarades de promo qui lui travaillait dans les systèmes d'information, donc Xavier Keitucoli. Et par ailleurs, sur les petits sites de consommation, donc il y avait cette particularité qui faisait que les autres grands opérateurs européens auraient du mal à pénétrer le marché français, mais que n'importe quelle start-up aurait du mal à démarrer parce qu'il fallait avoir ce savoir-faire. Mais c'est également les consommateurs sur lesquels il y avait le plus de valeur ajoutée en matière de services, parce que EDF n'était pas très très présent en termes de conseils tarifaires, en termes d'innovation tarifaire, en termes de conseils également pour consommer moins et mieux, surtout ce qui est isolation, enfin pour aller dans le sens de la transition énergétique. À l'époque, on l'appelait pas transition énergétique, mais on savait qu'il fallait réduire sa consommation d'énergie, et on savait déjà que ça avait un impact sur le climat. Donc on se disait qu'il y avait effectivement, à la fois en termes techniques et en termes marketing, des choses à faire intéressantes sur ce segment-là. Donc on a créé Direct Energy avec l'idée donc d'adresser ce marché-là, donc 2004 les petits professionnels et 2007 les résidentiels. Et là, il y a un point qui est important, c'est qu'on a créé Direct Energy comme fournisseur. Alors là, j'y tiens parce que c'est vraiment important, et malheureusement il y a beaucoup de gens qui font la confusion.
dans l'électricité, mais donc comme quasiment tout, il y a des producteurs et il y a des fournisseurs. C'est deux activités qui sont différentes. Effectivement, historiquement, en France, le producteur était fournisseur, le fournisseur était producteur, il n'y en avait qu'un seul. Mais vous avez plein de secteurs où le producteur n'est pas lui-même fournisseur et des secteurs où effectivement c'est intégré. Donc la libéralisation, elle fonctionne correctement, de mon point de vue, si les deux activités sont possibles, indépendamment l'une de l'autre. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas un intérêt stratégique à intégrer la production et la fourniture. Alors, moi, je pensais dès 2003, mais bon, c'est ce que j'ai appris chez EDF, qu'une libéralisation qui fonctionne correctement doit permettre de développer les deux activités, mais c'est plus intéressant d'être à la fois producteur et fournisseur, notamment dans l'électricité. Pourquoi ? Parce que quand vous êtes que producteur ou que fournisseur, par définition, vous utilisez le marché de gros pour évacuer votre production si vous êtes producteur, ou pour acheter votre électricité si vous êtes fournisseur. Et comme l'électricité n'est pas stockable, le marché de gros, par définition, est très volatile. Et à partir du moment où il est très volatile, vous pouvez avoir des sautes de prix très importants qui font que les fournisseurs sont en situation difficile, parce que vous ne pouvez pas répercuter sur les clients, notamment les clients résidentiels, des fluctuations de prix très fortes. Donc vous allez avoir des périodes très compliquées, et vice-versa. Quand vous avez des situations de surcapacité avec des prix très bas, le producteur peut se retrouver en grande difficulté. Donc pour éviter ces risques-là qui sont liés aux fluctuations des marchés de gros qui sont volatiles, il était intéressant d'être à la fois producteur et fournisseur. Maintenant, quand on crée une start-up, être producteur, ça demande des capitaux très importants. Donc on s'est dit, quand on s'est lancé, on va démarrer l'activité de fourniture avec en tête la possibilité de développer de l'activité de production ultérieurement. Alors, dans la petite histoire de Clear Energy, donc en 2003, comme on s'apprêtait à démarrer notre activité au 1er juillet 2004, on a cherché à lever des fonds pour pouvoir démarrer cette activité-là. C'était pas évident parce que chercher à lever de fonds auprès de fonds de capital risque en leur expliquant que, on n'a pas un seul euro de chiffre d'affaires, qu'on n'a que des PowerPoint à leur présenter, qu'on a des bonnes bouilles, mais ça suffit pas forcément, et qu'en plus on veut faire concurrence à un opérateur qui s'appelle EDF. Et à l'époque, tout le monde nous disait, mais complètement fou, c'est impossible de faire concurrence à EDF et ça n'a pas de sens. Donc c'était un petit peu compliqué. Alors, ce qui nous a aidé, c'est qu'il y a quand même un troisième larron qui est venu dans l'équipe, qui est Thierry Roussel, et qui lui venait du domaine du marketing, de la communication et des ventes dans les télécoms, qui était un marché qui était précédemment ouvert à la concurrence. Et donc ça a beaucoup crédibilisé notre démarche. Alors par chance, il y a un fonds de capital risque qui a dit, ces trois-là, ils ont une chance sur 100 d'y arriver, mais ils ont l'air sympas, moi j'y vais. Alors une fois qu'il y en a un qui y va, les autres suivent, donc ils disent ah oui tu y vas, j'y vais aussi. Donc on a fini par trouver 4 fonds d'investissement qui ont accepté de mettre de l'argent dans Direct Energy, alors qu'on n'avait pas un seul euro de chiffre d'affaires, on n'avait pas un seul client, on n'avait même pas encore de système d'information, puisque l'argent qu'on levait servait à développer ce système d'information qui, pour la petite histoire, a été développé par mon frère aîné, puis qui lui était développeur informatique à l'époque, et lui-même a créé une autre société dans l'informatique maintenant qui prospère bien. J'en profite pour vous dire que créer des sociétés, c'est possible. Il faut tenter sa chance. C'est pas simple, mais c'est possible et c'est vraiment super sympa. Donc, il faut vraiment ne pas hésiter si ça vous tente. Donc 2004, on commence notre activité donc au 1er juillet 2004, ça se passe plutôt pas trop mal. À l'époque, les prix de marché de gros sont plutôt bas, on est plutôt en surcapacité. La France a développé pas mal de capacités nucléaires notamment qu'elle n'a pas complètement amorties parce qu'on les a développées à une époque, on pensait que la croissance de la consommation serait très forte. Donc on est plutôt en surcapacité, les prix sont assez bas, l'Allemagne aussi, donc ça se passe plutôt bien. Pour autant, moi dès 2004, donc dès le début de l'activité de Direct Energy, je sais qu'il y a un gros défaut dans l'organisation du marché et je vais donc commencer à faire du lobbying alors même qu'on a à peine commencé notre activité. D'une part parce que je pense que c'est nécessaire, d'autre part parce que c'est mon goût. À titre personnel, moi j'aime bien faire bouger les choses. Si je peux arriver à faire évoluer les règles dans le bon sens, donc je le fais, et donc c'est ce que j'ai fait. Et alors, une des particularités de l'électricité, j'ai déjà dit, c'est que c'est pas stockable. À partir du moment où c'est pas stockable, si vous organisez le marché de gros uniquement sur les échanges d'énergie, vous ne pouvez pas garantir la sécurité d'approvisionnement. Donc en fait c'est relativement simple. Si vous regardez les marchés de denrées stockables, ce qui garantit la sécurité d'approvisionnement, c'est la possibilité de stocker. Pourquoi ? Parce que quand vous commencez à avoir un déséquilibre entre l'offre et la demande, par exemple s'il y a plus de demandes que d'offres, les prix commencent à augmenter.
on commence à déstocker, et le temps qu'on déstocke, on a le temps de réinvestir dans l'outil de production pour pouvoir réaugmenter la production et rééquilibrer l'ensemble. Et c'est pareil dans l'autre sens. Si les prix sont bas, finalement, vous allez stocker et puis ralentir le rythme d'investissement dans les moyens de production. Donc en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que sur toutes les denrées qui sont stockables, le fait d'avoir un marché qui est uniquement basé sur les échanges de produits permettent de garantir l'équilibre offre-demande et donc la sécurité d'approvisionnement. Alors, il y a des produits très spécifiques, très stratégiques, sur lesquels on crée des stocks stratégiques justement pour garantir ça, et c'est dans le cas du pétrole. Vous le savez, tous les pays du monde, enfin en tout cas les plus développés, ont des stocks stratégiques de pétrole qui permettent d'éviter d'avoir des pénuries, mais ils ont quand même ces stocks-là. Alors l'électricité, c'est pas stockable. Donc ceux qui ont mis en œuvre l'ouverture du marché en se disant on va mettre en place des marchés de gros uniquement basés sur les échanges d'énergie, donc de kilowattheures, de mégawattheures, moi je pensais que ça allait poser un problème. Quand on a ouvert le marché en surcapacité, donc c'était pas trop grave, les prix étaient plutôt raisonnables, plutôt bas. Le fait est que quand les prix sont plutôt bas, on n'investit pas, et si on n'investit pas dans les outils de production, le jour où on se retrouve en sous-capacité, c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui, c'est pour ça que j'en parle, et on se retrouve gros gens comme devant, et le temps qu'on investit dans les moyens de production, on risque des pénuries. Alors c'est ce qui se passe aujourd'hui pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'on était inquiet sur le fait que la production au gaz en Europe puisse produire à cause du manque de gaz, mais en fait c'est pas du tout ce qui se passe. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que le parc nucléaire français est en rade grave, avec 3/4 seulement de la production l'année dernière par rapport à ce qu'on produit d'habitude. Et évidemment, vu la place du nucléaire, qui est à peu près 3/4 de la production française, ça pose un grave problème. Alors, qu'est-ce que je fais ce que je commence à faire en 2004 et ce que j'ai fait notamment en 2005 suite à une vague de froid de mars 2005, j'ai commencé à dire au pouvoir public, mais ok, le marché de gros, il est organisé comme ça par l'Europe, mais il faut absolument prévoir ce qu'on appelle un marché de capacité, une rémunération de la capacité, qui consiste à dire, en plus de la rémunération de l'énergie produite, il faut rémunérer la puissance qui peut produire de l'énergie. Et pourquoi ? Pourquoi ça permet de garantir la sécurité d'approvisionnement ? Parce que ce qui se passe, c'est que la sécurité d'approvisionnement, elle est garantie lors des périodes conjoncturelles très défavorables. C'est quoi une période conjoncturelle très défavorable ? C'est soit des pointes de froid intenses, décennales, voire centenales, soit des situations de disponibilité du parc qui sont très dégradées. Et c'est exactement ce qui se passe en ce moment. Et donc, pour garantir la sécurité d'approvisionnement dans ces cas-là, il faut avoir des moyens de production en réserve qui ne produisent jamais, ou quasiment jamais, mais qui sont quand même là, prêts à produire au cas où on en a besoin. Et ces moyens de production, par définition, ne produisent jamais. Donc ils ne peuvent pas échanger de mégawattheures, donc ils ne peuvent pas être rémunérés par un marché du mégawattheure. Donc il faut les rémunérer en plus sur la base d'un marché de ce qu'on appelle un marché de la capacité. Donc évidemment, moi je n'ai pas inventé ça, c'est des choses que j'ai travaillées chez EDF et je savais que cette ouverture de marché ne pouvait pas fonctionner correctement, qui était orientée par Bruxelles à l'époque, mais ne pouvait pas fonctionner correctement si on mettait pas en place cette rémunération de la capacité. Alors à l'époque on m'a pris doublement pour un fou. D'abord, pourquoi une petite boîte qui vient de créer vient emmerder tout le monde sur ce sujet-là. D'ailleurs, moi j'ai écrit au ministre, on m'a envoyé des réponses en disant le problème c'est pas l'organisation du marché, c'est fou. Et en fait, et même mes actionnaires m'ont dit mais attends Fabien, t'es fournisseur, donc t'achètes l'énergie pour le revendre à des consommateurs, et tu proposes de rajouter une rémunération additionnelle aux producteurs pour leur donner plus d'argent, et donc ça va te nuire à ton espace économique. Est-ce que tu es sûr que tu as bien dormi ? Alors, je leur ai dit, oui, parce qu'en fait, en réalité, le jour où ça va arriver, alors bon, c'était en 2004, donc ça a mis un peu de temps à arriver, puisque c'est maintenant la crise, donc, mais j'ai fini par avoir un peu raison, je ne suis pas mécontent. Donc le jour où ça arrive, ceux qu'on va pointer du doigt, les premiers qu'on va pointer du doigt, c'est ceux qui osent vendre de l'énergie sans en produire. Et on revient sur le débat que j'avais tout à l'heure. Il faut savoir faire la distinction entre producteurs et fournisseurs. Mais en l'occurrence, les gens qui sont un peu basiques, quand ils se disent il n'y a pas assez de production, donc ceux qui en vendent sans en produire sont forcément en faute. Et donc ça, moi, je voulais absolument pas à notre époque, à l'époque où on a commencé, où on n'était que fournisseurs, qu'on soit pointé du doigt. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est qu'il y a un autre élément qui était très important pour moi à l'époque, c'est de pouvoir développer des nouvelles offres. Et parmi les nouvelles offres qu'on peut proposer aux consommateurs, c'est des offres dites à effacement. Et c'est quoi des offres à effacement ? Ça consiste à dire aux consommateurs, s'il y a des tensions sur le système électrique, on va demander aux consommateurs d'arrêter de consommer et de reporter sa consommation, par exemple de chauffage, une heure ou 2 heures plus tard. Et donc ces effacements, finalement, elles ne changent rien à la consommation d'énergie. Par contre, elles déplacent la consommation d'énergie, donc elles économisent des besoins de puissance, du dimensionnement en puissance. Donc en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces effacements, c'est des offres de fourniture qui sont proposées par les fournisseurs aux clients, mais c'est l'équivalent de moyens de production.
Et si c'est l'équivalent de moyens de production qu'on utilise rarement, c'est pareil. Ces effacements ne sont possibles à rémunérer que si on a cette rémunération de la capacité. Et donc c'est la raison pour laquelle j'ai milité en tant que fournisseur également pour pouvoir faire ces effacements. Alors évidemment, il y a une constante dans tout le lobbying que j'ai pu faire dans toute ma vie dans l'électricité, c'est qu'il faut au minimum 5 ans pour avoir raison. C'est le minimum. Donc j'ai commencé en 2004 et j'y reviendrai un peu plus tard parce que j'ai fini par obtenir des choses, pas satisfaisantes, mais j'ai fini par obtenir des choses. Mais les débats sont vraiment d'actualité aujourd'hui au niveau européen désormais. Donc je continue ma chronologie. En 2005, ce qui est intéressant, c'est que il y a des vagues de froid, on commence à fermer des centrales, il commence à y avoir des tensions sur les prix. Et là, on se retrouve devant un deuxième dilemme. Alors celui-ci beaucoup plus grave et beaucoup plus conjoncturel, d'actualité. C'est le fait qu'avec des prix de marché de gros qui augmentent à cause des tensions qui apparaissent, on se retrouve en concurrence avec un EDF, évidemment, qui lui produit avec de l'énergie nucléaire, dont le coût est relativement stable et qui a une proportion importante dans le prix. Et on se retrouve en ciseau tarifaire. Un ciseau tarifaire, c'est quoi? Les branches d'un ciseau. Un ciseau tarifaire, c'est quand le prix de gros devient supérieur au prix de détail. Et donc, on n'a plus du tout d'espace économique, et donc il n'y a plus possibilité de vivre en tant que fournisseur, sauf à pouvoir acheter de l'énergie nucléaire à EDF. Alors évidemment, on s'est rapproché d'EDF pour acheter de l'énergie nucléaire. Et donc là, EDF nous dit, oui, pas de problème, on vous vend de l'énergie nucléaire, mais au prix du marché de gros, parce qu'il n'y a pas de raison de vous faire de cadeaux. Donc là, on est rentré dans un deuxième type de lobbying, alors celui-ci qui était beaucoup plus vital pour nous, qui était d'expliquer au pouvoir public que c'est pas parce qu'on avait un monopole de production nucléaire chez le producteur historique qu'on devait avoir un seul fournisseur à l'aval, et que le droit de la concurrence européen, qui s'applique en France, ne permet pas à un opérateur en monopole sur une activité amont d'être le seul à être présent sur l'activité aval. C'est un peu comme si vous aviez un seul opérateur dans la farine, je sais pas, il y a 20 ans, ça vous rappelle pas, il y avait un seul opérateur, opérateur qui faisait de la farine il y a 20 ans. C'est pas parce qu'il y avait un seul opérateur de farine qu'il devait y avoir qu'un seul boulanger, c'est un peu le même principe. Donc nous, on a dit, il faut mettre en place un accès régulé à l'énergie nucléaire historique. Je ne sais pas si ça vous parle ce terme d'AREN, parce qu'on commence à en parler pas mal dans la presse, ça c'est rigolo. Alors à l'époque, nous on n'a pas proposé un AREN, on a proposé un FIEGER, ça vous l'avez sans doute pas entendu parler dans la presse. C'est quoi FIEGER? Ça veut dire fourniture d'intérêt économique général d'électricité pour revente. Alors en fait, on s'était basé sur un article de la directive qui écrivait qu'il était possible de réglementer un produit de gros, un prix de gros, à condition que ce soit l'intérêt économique général de la nation. Nous, on disait évidemment c'est l'intérêt économique général de la nation d'avoir à la fois une politique énergétique en faveur du nucléaire, qui est intéressant en termes de compétitivité, mais également en termes de stabilité des prix, il n'y a pas que la compétitivité, il y a la stabilité, sur la partie production, mais également une vraie concurrence à l'aval, qui ne soit pas limité aux seuls producteurs nucléaires. Donc c'était l'intérêt économique général, qui était d'ailleurs pas partagé par les autres pays européens, puisqu'ils n'étaient pas favorables au nucléaire. Donc il était légitime de mettre en place un dispositif de fourniture d'intérêt économique général d'électricité pour revendre, qu'on appelait le FIEGER. On a commencé ce lobbying en 2005-2006. J'ai créé l'ANODE, donc l'Association nationale des opérateurs détaillants, à l'époque en électricité, qui est devenue en gaz quand on a commencé à faire du gaz, en 2009. Et on a donc fait ce lobbying dans le cadre du débat parlementaire qui a eu lieu en 2006 pour l'ouverture finale du marché en 2007, qui était également le débat parlementaire, je ne sais pas si vous pouvez vous en souvenir, qui a servi de loi de privatisation de Gaz de France à l'époque. Alors on n'a pas du tout obtenu gain de cause. À l'époque, on a dit non, attendez, votre truc, on n'en veut pas. On ne voit pas pourquoi on ferait perdre des parts de marché à EDF. Enfin, on nous a traité de tous les noms, de parasites, de coucou, de pique-assiette. Il y a un seul député qui a défendu nos amendements, le seul député libéral de France. Et donc, ça n'a pas marché. Ils ont inventé pour les grandes sociétés industrielles qui avaient quitté les tarifs réglementés et qui s'étaient retrouvées sur le marché, qui ne pouvaient pas retourner aux tarifs réglementés, ils ont inventé un tarif de retour aux tarifs réglementés. Enfin, un truc qui était totalement illégal au regard du droit européen. Donc la loi est sortie le 8 décembre 2006. Le 10 décembre 2006, donc l'ANODE attaquait l'État français pour défaut de transposition de la directive devant la Commission européenne. Et là, moi j'ai appris un truc personnellement à cette époque-là, parce que c'est l'année où en fait le groupe Louis Dreyfus, et par l'intermédiaire de Jacques Verrat, est rentré au capital de Direct Énergie, parce que là, comme on commençait à souffrir, il fallait des fonds pour assumer les pertes. Donc le groupe Louis Dreyfus, à l'époque, je crois, avait pris 40%
de Direct Energie. Et ce que nous ont apporté les personnes qui connaissaient particulièrement bien les télécoms, puisque Jacques Verrat, le groupe Louis Dreyfus, était dans LDCom, avait racheté pas mal de boîtes, dont 9 Télécom, ça vous parle peut-être. Ils nous ont fait comprendre que sur ce genre de secteur, donc un secteur en cours de libéralisation dans lequel l'opérateur historique est un opérateur d'État, la seule manière de faire bouger les choses, c'est les contentieux. Et ça, c'est un point que je voulais évoquer avec vous parce que les ingénieurs j'allais dire que nous sommes, enfin que vous allez être, pour moi, il y a deux types de disciplines que j'ai pas du tout travaillé. Alors, j'étais pas très assidu sur les bancs, mais bon, il y a deux disciplines qu'on n'a vraiment pas beaucoup travaillé, je trouve, en école, et vraiment dont j'ai eu beaucoup besoin par la suite. C'est tout ce qui est comptabilité et finance, mais ça, je pense que ça a pas mal progressé. Je pense que vous avez sans doute des choses un peu obligatoires, mais moi, j'ai vraiment dû apprendre par la suite et sur le tas cette question-là. Mais le deuxième point, c'est le droit, et notamment le droit de la concurrence, et j'ai envie de dire, notamment le droit de l'union. Alors, je ne sais pas si c'est votre cas ici, si vous avez des cours de droit ou pas. Mais si vous n'en avez pas, n'hésitez pas à regarder un petit peu, parce qu'en fait, en réalité, moi, quand j'ai créé Direct Energie, je pensais que je passerais 80% de mon temps à créer des innovations technologiques dans le domaine de l'électricité en tant qu'ingénieur, ça allait être super. En fait, j'ai passé 80% de mon temps avec des avocats. Alors c'était d'ailleurs passionnant, parce que du coup, j'ai appris plein d'autres choses, et c'était une vraie émulation entre nous pour obtenir ce qu'on voulait. J'ai, en tant que directeur général délégué de Direct Energie, mais surtout en tant que président de la Node, déposé sans doute une trentaine de contentieux, dont plus de 20 au Conseil d'État contre le gouvernement français. Donc j'y passais quand même beaucoup de temps, et c'est ça qui a permis de faire avancer les choses, parce que sinon, tout le monde se fout complètement de ce que vous pouvez dire, même si vous avez dit des choses très rationnelles, et même si c'est dans l'intérêt général, parce que la concurrence, tout le monde dit que c'est bien en France. Un sondage aujourd'hui, je crois qu'il y a le dernier sondage qui a été fait, c'est en 2018, comme ça a daté, 81% des Français sont favorables à la concurrence dans l'énergie, et si vous regardez la représentation nationale, donc les députés à l'Assemblée nationale, moi j'en ai jamais entendu un dire que la concurrence c'était bien. C'est une drôle de représentation nationale. Donc la concurrence, tout le monde sait que c'est bien, mais personne n'en veut. Pourquoi ? Parce que ça déstabilise la rente. Dès qu'il y a de nouveaux entrants qui arrivent, les entrants précédents font tout leur possible pour empêcher ces nouveaux entrants d'arriver. Donc finalement, ça se passe pas bien. Donc la seule manière de faire bouger les choses, c'est le droit et les contentieux. Je sais pas où j'en suis au niveau timing, mais bon, je continue. Donc 2006, on commence ce contentieux-là. 2007, autre contentieux, parce que là, entre-temps, on demande à EDF un contrat pour des offres de gros. Il nous présente un contrat pour des offres de gros dont le prix est supérieur à ce que lui vend au détail. Donc ça, c'est clairement interdit par le droit de la concurrence. Donc on attaque également EDF devant ce qui était autrefois le Conseil de la concurrence. Aujourd'hui, maintenant, c'est l'autorité de la concurrence. Avec quand même un élément assez intéressant, c'est que la première décision de l'autorité de la concurrence en juin 2007 est très favorable à Direct Energie, en disant oui, vous ne pouvez pas proposer en gros, vous qui êtes dominant sur la production, vous ne pouvez pas proposer en gros quelque chose qui est plus cher que ce que vous vendez au détail. Donc ils ont une première décision très favorable à Direct Energie, et entre-temps, je ne sais pas ce qui s'est passé entre EDF, l'État, l'autorité de la concurrence, mais en tout cas, la deuxième décision, l'autorité de la concurrence accepte des engagements d'EDF qui sont totalement non satisfaisants pour soi-disant répondre aux problèmes. Et 2 semaines plus tard, le président de l'autorité de la concurrence était renouvelé dans ses fonctions. Donc, 2008, on fait appel, donc à nouveau un contentieux, cour d'appel, contre la décision de l'autorité de la concurrence. Donc tout ça est un peu compliqué. Mais on finit par avoir... on a des discussions en même temps avec les pouvoirs publics, et le cabinet de Jean-Louis Borloo, qui est à l'époque le ministre en charge de l'énergie, nous appelle, nous dit écoutez, arrêtez vos contentieux partout, là on va trouver une solution, parce qu'effectivement, de toute façon, le TARTAM, il n'est pas conforme au droit communautaire, il n'est pas satisfaisant au niveau de la concurrence à l'aval, vos histoires devant l'autorité de la concurrence, ça va mal finir. Donc, en 2008, le cabinet de Jean-Luc Borloo nous dit « Ok, on va mettre en place votre dispositif d'accès régulier à l'énergie nucléaire historique ». Enfin, on ne l'appelait pas comme ça à l'époque, dit Piégère. D'ailleurs, en l'occurrence, à l'époque, on imaginait que c'était valable pour le nucléaire historique, mais également pour l'hydraulique au fil de l'eau. Tout ce qui était de la base et qui était en monopole chez EDF. Bref, en 2008, ils nous promettent ça. Donc nous, on relance la machine. Et là, on commence notre activité sur la base du groupe Louis Dreyfus, qui a pas mal de capitaux. On lance l'activité qu'on souhaitait faire, à savoir l'activité de production. On lance une filiale d'énergie renouvelable qui s'appelle encore Neoen, qui existe, qui n'a pas été rachetée par Total, donc qui existe encore indépendant et qui est encore dans le giron de Jacques Verrat. On lance également des premiers projets de cycle combiné gaz. J'en reparlerai par la suite.
Donc 2009, mise en œuvre de la promesse du cabinet de Borloo avec un accord entre François Fillon et Neelie Kroes, donc François Fillon à l'époque Premier ministre, Neelie Kroes commissaire à la concurrence, qui a donné lieu à la commission Champsor. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est pas intéressant, mais en tout cas 2010, la loi NOM, et dans la loi NOM, nouvelle organisation du marché de l'électricité. Les pouvoirs publics mettent en place les deux grands dispositifs sur lesquels je m'étais battu depuis 6 ans à l'avance, à savoir l'accès régulier à l'énergie nucléaire historique, et deuxièmement, le mécanisme de capacité qui permet théoriquement de rémunérer correctement la capacité et donc les effacements. Alors pourquoi je dis tout ça? Parce qu'en fait, effectivement, ils ont mis en place ces deux dispositifs, mais avec des paramètres de mise en œuvre qui sont tout à fait insatisfaisants et qui nous ont amené nous-mêmes, par la suite, à faire des recours à la fois contre l'AREN et en même temps contre l'AREN, donc l'accès régulier à l'énergie nucléaire historique, et contre le mécanisme de capacité. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais si vous avez des questions précises, j'y répondrai évidemment. Entre-temps, ils ont, notamment Madame Royal, continué à politiser les tarifs réglementés de vente au détail, parce que la logique de la loi NOM, c'était de faire en sorte que les tarifs de détail soient cohérents avec les tarifs de gros nucléaire. Et en fait, pas du tout. À chaque fois qu'il devait y avoir des hausses, Madame Royal disait non, 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 c'est pas bien, c'est pas la peine. EDF, dans son ensemble, gagne de l'argent, donc j'empêche la hausse. Donc on était obligé d'attaquer les décisions de Madame Royal. On a gagné à chaque fois, et à chaque fois il y a eu des hausses rétroactives de factures. Je ne sais pas si vous les avez vécues, je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose, mais dans le courant des années 2010, EDF et donc tous les autres fournisseurs ont été amenés à faire des hausses rétroactives des factures d'électricité, donc des reprises sur les années précédentes, à cause de moi, désolé, mais pour la bonne cause, à savoir le vrai reflet des coûts dans les factures, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que si vous ne payez pas dans vos factures la réalité des coûts, ça veut dire que quelqu'un les paye un jour. Si c'est le contribuable dans l'image de Madame Royal, ça veut dire que c'est en général de la dette, et si c'est de la dette, c'est vous qui allez payer les factures des consommateurs précédents. Et je vous assure que vous avez déjà payé beaucoup de choses des générations précédentes, c'était pas la peine d'en rajouter avec l'électricité. Bref, donc c'était pour la bonne cause. En tout cas, on a fait ces contentieux-là. Entre-temps, on a gagné un appel d'offres pour enfin faire un site combiné gaz, le site combiné gaz de Landivisio en Bretagne. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. On l'a gagné en 2012 et il a été mis en service en 2022. Donc ça aussi, c'est un problème qu'on a en France, c'est les oppositions à tout projet industriel, c'est une horreur. Dès que vous avez un projet industriel en France, vous avez tout un tas de gens en général autour qui s'élèvent contre et qui font tout leur possible pour l'empêcher. Donc 10 ans pour cette centrale, c'était vraiment pas un grand succès, mais enfin en tout cas elle est là et elle sert à un d'approvisionnement de la France, c'est une très bonne chose. En 2012, c'est également l'année où on rachète Poeo. Poeo, je ne sais pas si ça vous parle maintenant, mais la seule entité qui a été créée au moment de la libération du marché, à part Direct Energy, c'est Poeo, qui est un fournisseur, alors que lui qui était plutôt sur les clients moyens, on va dire, et qui avait été créé par Charles Becbédé. Alors je ne sais pas si ça vous parle, Charles Becbédé, mais Charles Becbédé, c'est le frère de Frédéric Becbédé, qui est un peu plus connu, mais Charles Becbédé, c'est lui qui avait fait fortune avec Selftrade, et qui s'est dit, tiens, il y a une autre libéralisation de l'énergie, je vais y aller. Alors il y est allé, effectivement, il a créé Poeo, mais enfin, bon, comme il ne connaissait pas bien le secteur, ça n'a pas très très bien marché. En plus, il avait trouvé un actionnaire autrichien qui comprenait rien, donc ils ont jeté l'éponge et on a racheté Poeo, ce qui nous a permis en 2012 d'atteindre, je dirais, un premier niveau de seuil critique, un seuil semi-critique, à savoir 1 million de clients, plus d'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Et c'est important parce que ce qu'il faut savoir quand même, c'est que quand on se lance dans une libéralisation comme ça pour faire concurrence à un mastodonte comme EDF, vous avez beau être très productif, donc être relativement compétitif. La première condition, c'est de ne pas avoir de boulet, comme celui d'acheter beaucoup plus cher que le concurrent, d'où l'accès au nucléaire. Et la deuxième condition, si vous voulez exprimer votre productivité dans votre compétitivité, c'est qu'il ne faut pas être trop petit. Parce que lui, il a 30 millions de clients, il a beau être très mauvais en termes de productivité, il va répartir ça sur énormément de clients. Donc, si vous voulez être compétitif, il faut atteindre un minimum de clients, de portefeuille de clients, donc ce qu'on appelle une masse critique. Bon, alors on estime en général en économie que la masse critique c'est au moins 10% de part de marché par rapport au plus gros. Donc vous voyez que 10% de 30 millions, c'était 3 millions de clients, donc c'est quand même, c'était déjà très très gros. 1 million, on commence à avoir des économies d'échelle qui permettent d'exprimer en termes de compétitivité sa productivité. Et 1 milliard d'euros, alors ça c'est satisfaisant parce que bon, licorne, etc., c'est sympa. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'au même moment, quand on rachète Poeo, en fait comme Poeo
et en bourse, en fait, on fait une fusion inversée, c'est-à-dire que c'est l'entité Poeo qui absorbe Direct Energy. On se retrouve coté en bourse par cet intermédiaire-là. Et là, moi, ce que je peux vous dire en tant qu'entrepreneur, c'est que la cotation en bourse, ça a un côté un peu sympa. Tout le monde en rêve, l'IPO, c'est super, on va pouvoir lever des fonds facilement avec... Alors, ouais, c'est vrai, c'est sympa, on parle de vous dans les journaux tous les jours, parce qu'il y a votre cotation dans les journaux, les marchés financiers en parlent, il y a des gens qui s'excitent sur les forums de Boursorama en disant « ouais, Direct Energy, c'est sympa, c'est pas sympa ». Bref, c'est quand même sacrément galère. Vous passez un temps dingue à expliquer un marché dingue à des gens dingues, financiers. Donc c'est une perte de temps importante. En plus, dès qu'il y a des fluctuations un peu incompréhensibles, comme Madame Royal qui s'excite, le jour où Madame Royal a empêché l'augmentation des tarifs, le cours de bourse d'EDF, parce que EDF était entré en bourse également en 2005, a perdu 10%. Donc finalement, la collectivité avait perdu, je ne sais plus combien de milliards, je crois à peu près 5 milliards de valeur de capitalisation d'EDF, parce que Madame Royal avait levé la main, ou la bouche. Donc c'est quand même, il faut savoir que moi, une chose que j'ai appris, c'est que la bourse, c'est pas mal, mais il vaut mieux être sur un marché relativement calme, sur quelque chose de simple et avec un business qui roule bien. Donc là, on a vécu quand même des périodes un peu compliquées et surtout, ça prenait beaucoup de temps. Cependant, les différents contentieux qu'on a pu mener, la mise en œuvre définitive de la loi NOM à partir de 2015, parce qu'il y avait une forme de rattrapage en 2015, nous a permis de croître assez sensiblement. En plus, les prix de gros étaient redevenus un peu calmes, parce que notamment le prix des commodités, pétrole, gaz, etc., était retombé. Donc là, on avait atteint 4 millions de clients en 2018, et à ce moment-là, il y a Total qui commence à se dire, moi je vais avec les problème du réchauffement climatique, qui commence à se dire, moi je ne vais pas pouvoir vendre du pétrole et même du gaz éternellement, donc il faut quand même que je commence à m'intéresser aux autres types d'énergie, notamment les énergies décarbonées, et l'énergie décarbonée, en tout cas le véhicule énergétique décarboné le plus évident, c'est l'électricité. Donc le groupe Total a fait le virage stratégique vers l'électricité à ce moment-là, et donc a décidé de racheter Direct Energy en 2018. Tu l'as dit, entre-temps, j'ai effectivement réalisé un de mes rêves. C'était de sponsoriser une équipe de vélo, parce que l'équipe de vélo de Jean-René Bernaudot m'avait fait rêver avec Thomas Vauclair à l'époque dans les années 2000. Et donc, d'ailleurs, je me souviens d'une conférence, alors je ne sais plus où c'était, dans une école ou une faculté, où on avait créé Direct Energy quelques années auparavant, et on nous avait demandé à tous les trois, mais c'est quoi votre rêve? Xavier avait répondu 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires, évidemment, le financier. Thierry avait répondu 1 million de clients, évidemment, le commercial, et moi j'avais répondu, alors le TECO, j'avais répondu, moi j'aimerais avoir une équipe de vélo qui gagne une étape Tour de France. Et c'est arrivé, puisque le 8 juillet 2017, donc la date la plus importante de Direct Energy, on peut le dire, Lilian Kelmejan a gagné une étape du Tour de France avec le maillot de Direct Energy. Je suis ironique évidemment, vous l'avez compris, mais c'était quand même très très touchant ce jour-là. Bref, Total a racheté Direct Energy. Alors je ne vous cache pas que quand on était patron de sa boîte pendant 16 ans, alors évidemment, le groupe Louis Suisse, puis après Jacques Veyrat, était très, très regardant de ce qu'on faisait, mais il nous faisait vraiment confiance, notamment en termes de lobbying, vous l'avez compris, on a été obligé de faire beaucoup de lobbying et de contentieux, mais en tout cas, il nous faisait entièrement confiance. On attaquait qui on voulait, quand on voulait, parce que bon, attaquer l'État en permanence, attaquer EDF, etc., c'est pas quand même évident pour une entreprise. D'ailleurs, vous l'avez remarqué que Engie l'a quasiment jamais fait. Engie, donc c'était notre deuxième concurrent, l'ancien Gaz de France, on l'a quasiment jamais fait. Nous, on l'a fait à Tierre-Larigot et avec réussite. Mais bon, quand on se retrouve dans le groupe Total, c'est très, très, très compliqué parce que les grands groupes, les circuits de décision sont à la fois très longs, parfois incompréhensibles. Et puis en plus, dans le groupe Total, vous avez un président qui est Patrick Pouyanné, qui est absolument incroyable parce qu'il comprend tout très vite, il fait tout très vite, mais il veut tout décider lui-même. Et donc ça, c'est sûr que pour des dirigeants de start-up, c'est un peu frustrant. Donc, et puis en plus, c'est vrai qu'en termes de lobbying, et notamment de contentieux, le fait d'être dans le groupe Total, c'était devenu beaucoup plus compliqué, vous en doutez. Donc moi, je suis parti en 2019, donc 1 an après le rachat par le groupe Total, et effectivement, j'ai décidé de relancer des projets, des projets dans l'énergie, mais pas que dans l'énergie. Donc tu l'as dit, moi, il y a les projets qui m'intéressent, les autres types de projets qui m'intéressent, c'est dans le patrimoine bâti. Donc là, c'est plus à titre personnel, c'est une attirance personnelle vers l'architecture. Donc effectivement, je porte avec une association qui s'appelle le Cercle Guimard un projet de transformation d'un hôtel particulier à Paris qui s'appelle l'hôtel Mezzara, qui a été construit par Hector Guimard en musée dédié à Hector Guimard.
mais j'ai également le projet de transformer une ancienne faisanderie du XVIIe siècle en site de réception pour entreprises, pour faire des séminaires, des réunions, des conseils d'administration, des pots de départ, etc. Au sud de Paris, à Arcueil, et j'y passe du temps, parce que je restaure moi-même la maison. Ça fait partie de mes hobbies, de mes goûts. Donc ça, c'est pour la partie patrimoine. Et sur la partie énergie, donc là, je veux plus être moi-même opérationnel, parce que comme je veux faire plein de choses différentes, je m'associe à des cofondateurs de sociétés. Alors ça ne m'intéresse pas de racheter une société, moi ce qui m'intéresse c'est de créer des trucs pour les faire grandir, et donc avec des jeunes, pour les faire bosser. Et donc j'ai commencé avec une société qui s'appelle Homios, alors, il s'appelle des reconditionneurs énergétiques. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ma stratégie d'investissement dans le secteur énergétique, elle est évidemment tournée sur la transition énergétique, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire pour réussir la transition énergétique. Et sur la transition énergétique, ce qui m'intéresse toujours, moi, c'est les particuliers, parce que les particuliers ont beaucoup besoin de soutien et d'aide, contrairement aux grands industriels. Et dans deux domaines en particulier, que sont le chauffage, parce qu'il va falloir décarboner le chauffage en France, et la mobilité, qu'il faut décarboner. Donc, c'est les deux premières sociétés que j'ai lancées. Donc, la première s'appelle Homios. Et donc, elle fait de la rénovation énergétique et elle est particulièrement spécialisée dans le remplacement des chaudières fuel par des chaudières à granulés bois. Parce que ça, la filière bois, c'est une filière qui est beaucoup moins bien organisée que la filière gaz et électricité. Pour une raison simple, c'est que dans le gaz, l'électricité, même dans le pétrole, on avait des champions nationaux que sont EDF, Gaz de France et Total. Dans le bois, on a une filière très développée en France, mais pas du tout organisée. Donc là, je pense qu'il y avait quelque chose à faire. En 2021, j'ai participé à la création d'Ampérus. Ampérus, c'est dans le domaine de la mobilité électrique. C'est un installateur, un gestionnaire de bornes de recharge de véhicules électriques, mais en copropriété. Il y a aujourd'hui un grand trou dans le développement de la mobilité électrique, c'est les bornes de recharge en copropriété. Parce que c'est très compliqué de convaincre tous les copropriétaires d'investir dans ces bornes. Donc c'est ce qu'on est en train de faire. Et par ailleurs, je travaille sur d'autres projets qui ne sont pas aujourd'hui des sociétés. Donc je ne vais pas en parler aujourd'hui. Mais je continue à développer des projets parce que je trouve ça intéressant, évidemment. Alors, je vais maintenant parler de la situation en 2022 parce qu'effectivement, il se passe des choses. Alors, soit sous forme de questions, soit je réponds à vos questions, ou vous voulez que je vous dise ce que j'en pense? Il est quelle heure là? J'ai beaucoup parlé, c'est ça? J'ai largement dépassé la demi-heure que j'avais envisagé. Non, pas tant que ça. Ce qu'on peut faire, c'est on va faire une partie où on va échanger plus sur... Déjà, est-ce que vous avez des questions sur le parcours avant de parler de l'actualité? Et puis après, on fera une deuxième partie sur l'actualité. Oui, monsieur. J'ai une question sur la manière dont vous avez développé Direct Energy. Vous avez dit que vous êtes sur la partie grand groupe à EDF, il n'y avait rien à faire, donc vous êtes plus sur les particuliers, en récupérant de l'électricité d'EDF, etc. Et comment est-ce que vous avez convaincu les particuliers de rejoindre Direct Energy? Alors, ça c'est intéressant comme question parce que c'était la grande inquiétude de nos premiers actionnaires, les fonds de capital risque, premiers actionnaires financiers. Ils nous avaient mis des milestones dans les fonds qui débloquaient pour l'activité de Direct Energy en disant attendez, on veut d'abord que vous arriviez à trouver un certain nombre de sites avant de débloquer des fonds supplémentaires parce que comment vous allez arriver à débloquer des gens et alors c'est vrai que c'est a priori pas évident, mais on avait avec nous le champion du monde de la question qui s'appelait Thierry Roussel, qui s'appelle encore Thierry Roussel d'ailleurs, qui a créé d'autres boîtes d'ailleurs, c'est un serial entrepreneur lui aussi. Et alors d'abord, il y a nos proches, et lui il a beaucoup de proches, parce qu'il a beaucoup d'amis, donc il y a tous les proches qui ont accepté de tenter l'aventure de l'énergie. Alors il faut quand même pas oublier un truc, c'est que si vous avez un fournisseur qui n'est pas EDF, vous continuez à avoir le même réseau, vous continuez à avoir le même compteur, vous continuez à avoir la même installation électrique, il n'y a absolument rien qui change techniquement, et c'est les mêmes producteurs, de toute façon, in fine. Donc en réalité, l'organisation de la livraison, elle va avoir un impact contractuel, elle va avoir un impact effectivement économique et financier entre les différents opérateurs, elle va avoir un impact si vous avez des services ou des innovations ou un tarif différent, mais sur entre guillemets, le risque physique de manquer d'électricité, il est nul. Il est totalement impossible de se retrouver sans électricité parce que votre fournisseur a fait défaut. Et d'ailleurs, en l'occurrence, vous l'avez tous compris. On risquait de manquer d'électricité cet hiver s'il avait fait très froid. Bon, il fait plutôt très chaud, donc ce sera sans doute pas le cas. On risquait de manquer d'électricité cet hiver. On va sans doute pointer du doigt les fournisseurs qui ne sont pas producteurs. D'ailleurs, ça commençait à venir. Si vous avez regardé les débats, notamment parlementaires ou même dans les médias, il y a des grands délires par rapport à la question. Mais jamais il a été question de couper
les clients des fournisseurs qui n'étaient pas producteurs. Il est question de couper les clients par poche de consommation en fonction des réseaux, etc. Donc en fait, il a fallu expliquer aux gens, mais c'était pas forcément très compliqué pour nos proches, qu'il n'y avait aucun risque physique de coupure en changeant de fournisseur, et que par ailleurs, si évidemment nous on disparaissait, de toute façon, EDF avait l'obligation d'alimenter les clients. Parce que je dis pas, mais en France, on a maintenu une concession de service public de fourniture au tarif réglementé, donc en fait il y a une obligation pour EDF et pour ce qu'on appelle le fournisseur de secours de reprendre les clients. Donc en fait il n'y avait aucun risque, et en plus on leur proposait des tarifs moins chers. Alors qu'en réalité, on perdait de l'argent sur les clients, parce que vous l'avez compris, non seulement on achetait plus gros, en gros plus cher que ce qu'on vendait de taille, mais en plus on avait des coûts au début, tant qu'on n'avait pas atteint la taille critique, qui étaient supérieurs aux coûts d'EDF. Donc en fait, on a proposé des prix moins chers, en supposant qu'on allait, régler le problème de l'accès en gros de l'énergie nucléaire, et deuxièmement, en se positionnant comme si on avait déjà la taille critique, comme si on avait déjà 1 million de clients. Donc évidemment, avant d'atteindre le million de clients, on a fait des pertes très importantes d'ailleurs, parce que je ne l'ai pas dit, mais on a vendu Direct Energie à Total 2,5 milliards d'euros, super satisfaisant, hein, créer une boîte, leur vendre 16 ans plus tard 2,5 milliards d'euros, mais sur les 2,5 milliards d'euros, il y avait 600 millions d'euros de dettes, et sur le 1,9 milliard d'euros, il y avait des dettes qui avaient été recapitalisées par le groupe Louis Dreyfus, par les différents actionnaires de Direct Energie. Autant vous dire que les fondateurs que nous étions, on n'avait que quelques dixièmes de pourcents résiduels du capital. Donc, alors on n'est pas à plaindre, on a bien gagné notre vie, on a eu une aventure formidable, mais ça a été très très compliqué. On a perdu beaucoup d'argent parce qu'on a investi dans le portefeuille client, on a investi aussi dans les actifs de production, et évidemment l'État et EDF nous ont pas fait de cadeau. Mais finalement, cette question-là, elle s'est plutôt pas mal passée, en sachant qu'au départ, pour répondre à votre question plus précisément, on a convaincu nos proches, et notamment les petits professionnels proches, et ensuite on a utilisé un dispositif qui existait pas mal dans les télécoms, qui était de faire du porte-à-porte. Donc on envoyait des gens physiquement faire du porte-à-porte pour dire voilà, on vous propose l'électricité moins chère, libéralisation, enfin on leur expliquait tout ça, c'était un peu compliqué, mais on leur expliquait. Et effectivement, à partir du moment où c'est moins cher et qu'on arrive à convaincre les gens qu'il n'y a aucun risque physique de rupture d'approvisionnement, bah, finalement ça a plutôt pas mal marché. Et d'ailleurs, de ce point de vue-là, le fait de sponsoriser des grandes équipes sportives comme l'Olympique de Marseille puis l'équipe de Jean-René Bernaudot, ça a été une bonne chose, je pense, pour réassurer tout le monde. Est-ce que ça répond à votre question ? Oui. Est-ce que vous pouvez rapidement revenir sur la raison du rachat par Total ? Est-ce que c'était pour rester compétitif face à... Ah non, mais alors attendez, le rachat par Total, moi j'étais même pas dans les discussions. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que Total a décidé de racheter. Donc Total, je vous ai expliqué, nous on n'avait plus beaucoup de parts du capital. Donc Total a négocié avec les grands actionnaires, il y en avait 3 principaux de Direct Energie, dont Jacques Verrat, qui avait quitté le groupe Louis Dreyfus entre-temps. Hein. Il avait créé sa propre structure qui s'appelait Impala, mais il avait gardé les actions de Direct Energie. Et à tel point que Patrick Pouyanné et Total a décidé de racheter Direct Energie sans même que je sois au courant, sans même de me demander si ça me convenait, sans même de demander s'ils pensaient que j'allais rester ou partir. Donc moi, j'ai pas du tout choisi de vendre Direct Energie au groupe Total, pas du tout. Et d'ailleurs, si j'avais eu un mot à dire, j'aurais pas souhaité le faire, parce que j'avais quand même une idée que c'était un peu la fin de l'aventure pour nous. Donc après, je pense que pour le groupe Direct Energie, c'est aussi une opportunité importante, parce que là, en termes de capital, de sources de financement et de développement, on peut difficilement faire mieux que Total, je pense. D'autant plus que là où ça devenait quand même particulièrement intéressant pour Direct Energie, c'est que ce move de Total était la traduction de la volonté du groupe Total, notamment drivé par son président, Patrick Pouyanné, d'orienter le premier groupe énergétique français vers la transition bas carbone. Et donc, Total s'est mis à acheter donc Direct Energie, mais également d'autres actifs dans l'électricité. Ce faisant, Total a également acheté les actifs de production d'énergie renouvelable de Direct Energie. À l'époque, on avait déjà 800 MW, hein, donc presque une tranche un réacteur nucléaire en énergie renouvelable, photovoltaïque et éolien. Et donc, ça traduisait, ce move-là traduisait finalement la stratégie de Total vers sa transition bas carbone. Donc c'était honorifique quand même pour Direct Energie. Alors je dis pas que Total rachetant Direct Energie est devenu Total Energy, hein. Ils ont changé vers Total Energy pour d'autres raisons que ça, mais en tout cas ça traduit bien la volonté de Total d'aller vers l'électricité, qui encore une fois
le véhicule principal, le véhicule énergétique principal des énergies décarbonées, renouvelables. Et donc, je pense que c'était une très bonne chose pour Total, parce qu'effectivement, Direct Energy était de très loin l'alternatif indépendant que Total pouvait racheter, qui avait une taille très significative, 4 millions de sites clients, parce que c'était compliqué de racheter Engie, pas forcément impossible, mais c'était compliqué, EDF, c'était pas possible, et les autres étaient beaucoup plus petits. Donc c'était vraiment une cible idéale pour que Total exprime sa volonté d'aller vers l'électricité, donc la transition bas carbone, et c'était également pour Direct Energy l'opportunité d'avoir un actionnaire qui avait vraiment tous les capitaux nécessaires pour développer sa stratégie de développement à la fois dans la fourniture mais également dans la production. Donc c'était naturel en fait, c'était naturel et c'était une bonne chose. Mais c'était un peu la fin de l'histoire pour nous. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur l'aventure Direct Energy? Oui. J'ai bien aimé votre métaphore tout à l'heure de la farine et du boulanger. Et du coup, je me demandais, pour filer la métaphore, quelle est la recette de votre pain qui, contrairement à celle du boulanger EDF, permet de dégager assez de valeur pour financer les contentieux, le lobbying, rémunérer le capital des actionnaires et même financer les clubs de sport? Alors, la recette, il y a le principal, c'est d'être productif. EDF, moi j'y suis allé, hein. EDF est horriblement non productif. C'est-à-dire qu'il dédouble tout, en termes de ressources humaines, il y a des gens très bien chez EDF, mais il y en a à mon avis beaucoup trop, et ils ne travaillent pas tous de manière acharnée. Voilà. Certains oui, hein. Faut pas se dire les gens d'EDF sont des fonctionnaires qui foutent un... Non, c'est pareil, il y a des équipes extraordinaires chez EDF, mais il y a quand même du gras. Et dire, moi il y a un truc qui m'a toujours étonné quand je suis rentré chez EDF, c'est que EDF, c'est une boîte, on rentre et on y passe toute sa vie. Il y a encore quelques grosses boîtes en France qui sont comme ça. Je ne sais pas s'il y en a à l'étranger, je ne pense pas, mais c'est aberrant parce que ça ne crée pas de motivation, d'émulation de concurrence d'ailleurs entre les entreprises pour les ressources humaines et puis les gens. Moi, j'ai vu chez EDF des gravats humains, des gens qui sont là uniquement parce qu'ils ont la sécurité de l'emploi. Ils n'ont peut-être pas eu les augmentations qu'ils voulaient, les postes qu'ils voulaient, etc. Donc ils se sont dit, bah moi je vais rester dans mon placard et puis je vais faire le minimum. Et je dis des gravats humains parce que finalement c'est des gens qui n'ont plus aucune ambition professionnelle et qui, j'allais dire profitent, non c'est pas profitent, c'est finalement qui se retrouvent prisonniers de la sécurité de l'emploi en se disant, bah c'est bien, je reste là au chaud, etc. Non. Le travail dans une vie, c'est super important. En réalité, on y passe quand même beaucoup de temps. C'est ce qui aussi permet de gagner de l'argent et donc de faire d'autres choses. Donc le travail, c'est vraiment un élément qu'il faut pas négliger. Et moi, j'ai vu des cas de gens qui étaient détruits, même psychologiquement par cette situation-là. Donc, et il y en a beaucoup chez EDF. Il y en a sans doute beaucoup dans pas mal de grands groupes, notamment des grands groupes étatiques. Et ça, évidemment, ça crée des surcoûts, ça crée de la non-productivité et donc de la non-compétitivité. Alors, quand nous, on a créé Direct Energy, notre ambition, c'était d'être ultra performant là-dessus. Alors, quand on est une start-up, là, c'est vraiment l'inverse. Quand on est une start-up, les jeunes, ils sont... D'abord, c'est plutôt des jeunes, effectivement. Ils vivent le développement de la boîte à fond. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous, quand on a créé Direct Energy, pendant 3 ans, on n'a pas pris un seul jour de congé. Et quand je dis de congé, c'est pas de samedi, pas de dimanche. C'était juste Noël et Nouvel An, pendant 3 ans. Et les gens disent « Ah ouais, ça doit être super dur, ça doit être super dur ». Non, c'est pas super dur, parce qu'on est tellement dedans, on est tellement motivé qu'on n'a pas du tout envie d'aller faire autre chose. Finalement, une start-up, c'est comme un bébé. Quand on a un bébé, on n'a pas du tout envie de le confier à quelqu'un d'autre, et on a envie de s'en occuper, de le faire grandir, etc. Et là, c'est pareil. Pendant 3 ans, on était à fond dedans. Et donc, bon, voilà. Premier point, les ressources humaines, optimiser les ressources, mais c'est vraiment dans les deux sens. Après, il y a les systèmes d'information. Les systèmes d'information chez EDF, c'était pas leur fort. D'ailleurs, ils ont encore du mal. Nous, on a développé des systèmes d'information de zéro, donc on a vraiment développé des systèmes d'information avec les technologies les plus optimum. Et donc ça, c'était vraiment un point central. C'est pour ça que Xavier et mon frère étaient importants dans la boîte. C'est pour créer des systèmes d'information qui soient efficaces pour gérer les clients d'une part, efficacement, pour créer de la satisfaction client, parce que ça, c'est aussi très important, la satisfaction client. La concurrence, c'est pas que le prix. Il ne faut pas oublier que la concurrence, effectivement, c'est censé faire baisser les prix. Alors attends, c'est censé faire baisser les prix, toutes choses étant égales par ailleurs. Je le précise parce qu'aujourd'hui, les gens ils comprennent rien. Ils disent, ah, les prix augmentent, la concurrence n'a pas marché. Bon.
Ça, c'est du grand n'importe quoi, on y reviendra si vous voulez. Mais en tout cas, la concurrence, ça fait baisser les prix, toutes choses étant égales par ailleurs, parce que ça crée de l'émulation, de la productivité et donc de la compétitivité. Mais pas que. La concurrence, c'est aussi normalement de la relation client, de la satisfaction client, des innovations, des nouveaux services. Et ça aussi, c'est des choses sur lesquelles on voulait apporter notre savoir-faire, et notamment en termes de conseils auprès du client. On s'est rendu compte, nous, que les particuliers, notamment, ce qui n'est pas vrai pour les industriels, c'est pour ça que je parlais de ça tout à l'heure, les particuliers, ils ne savaient pas quelle puissance souscrite ils avaient. Ils savaient, alors que la puissance souscrite, ça détermine l'abonnement, donc c'est ce qu'ils payent. Ils ne savaient pas si leur option tarifaire, leur planeur creuse ou base, était optimisée ou non. Ils ne savaient pas... enfin, EDF ne les conseillait pas du tout pour isoler leur maison si en fait la thermosensibilité de leur maison, et donc leur consommation électrique, le chauffage, montrait qu'ils étaient mal isolés. Donc il y avait plein de choses à apporter aux consommateurs, indépendamment même de notre compétitivité. Donc voilà, la recette, c'est d'apporter aux clients tout ce que doit apporter la concurrence, sachant qu'en plus, alors évidemment, on nous a mis des bâtons dans les roues, je disais, sur les offres, sur l'approvisionnement en gros, sur les tarifs réglementés, bon, je ne suis pas rentré dans les détails, mais il y a eu plein de bâtons dans les roues. Mais encore une fois, on peut imaginer que la concurrence se développe, à la limite, même à tarif identique. Si on propose un service meilleur, avec des innovations, même à un tarif identique, on peut pénétrer un marché. Voilà. Donc, je ne sais pas si j'ai totalement répondu à votre question, mais là où vous avez raison, c'est que tant qu'on n'a pas atteint la taille critique, tant qu'on n'a pas atteint une organisation de marché correcte, il faut investir énormément d'argent, quasiment à fond perdu, pour pouvoir faire survivre la boîte et la faire se développer. Et la question la plus ténue de votre intervention, c'est de savoir, mais avec quel rendement finalement pour l'investisseur, c'est un risque. Hein. J'ai dit, nos actionnaires précédents, les premiers actionnaires, c'est des fonds de capital risque. Ils mettent de l'argent sur 10 boîtes dans lesquelles ils investissent. Il y en a plus de 5 qui vont au tapis. Il y en a 2, 3 en général qui vivent pas trop mal. Et puis il y a une pépite qui rembourse tout le reste et qui font leur TRI global. Hein. Et c'est ça le principe d'un investisseur sur un fonds de capital risque. Alors, dans l'électricité, il y en a eu très très peu. Il n'y a eu que 2 boîtes qui se sont créées à l'origine, donc Poeo et Direct Energy, et on a racheté Poeo. Et en fait, si aujourd'hui vous voyez beaucoup de boîtes, parce qu'on vous dit qu'il y a beaucoup de fournisseurs d'électricité, c'est parce que quand Total a racheté Direct Energy 2,5 milliards, il y a plein de gens qui se disent « Oh là là, c'est super, on va gagner plein d'argent ». Donc il y a plein de boîtes qui ont été créées, alors grâce ou à cause de ça, on en pense qu'on veut, mais bon, elles n'auront pas toutes, je le crains, le succès qu'on a eu avec Total. Oui. Est-ce qu'il y a eu des problèmes avec EDF? Est-ce que le PEP est placardé dans Alors, chez EDF, il y a 2 types de gens, enfin, vis-à-vis de moi. Il y a ceux qui me détestent cordialement jusqu'à la fin de leur jour, et des miens sans doute, parce qu'ils considèrent que je suis un traître, que j'ai profité de tout ce que je savais, voilà, que j'ai appris chez EDF pour m'enrichir personnellement, etc., voilà, ces gens-là. Et puis il y a tous ceux qui me disent c'est super ce que tu as fait, putain, j'aurais dû faire pareil. Donc voilà, c'est une question de mentalité. Maintenant, la question de savoir si eux m'ont particulièrement embêté, je dirais que c'est plutôt l'inverse quand même. Hein. Pendant longtemps, ils ont essayé de nous négliger en disant on s'en fiche, c'est pas grand-chose, etc. Puis bon, quand on a commencé à faire des contentieux, à les gagner et à faire bouger les lignes, là, ils ont commencé à discuter un petit peu. Mais ça reste un opérateur historique un peu trop sûr de lui, je pense. Alors là, avec ce qui leur arrive sur le parc nucléaire, il commence à vaciller un petit peu, je pense. Mais c'était quand même assez compliqué de discuter avec eux. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Est-ce que vous voulez poser des questions sur la situation actuelle ? Non, vous voulez que j'en parle directement alors ? Vous n'en avez pas marre ? Moi j'ai envie de faire un petit sondage avant d'oublier. Non, j'ai pas commencé le sondage, c'est pas la peine de répondre. Vous nous dites tout le temps que les fournisseurs d'énergie sont attaqués dans les médias, choses comme ça. Vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous considérez que les attaques sont légitimes ? Bah
voilà une question que j'attendais. Alors effectivement, avec le bordel ambiant quand même, avec les prix qui explosent, avec les risques de pénurie qui ont été présentés, enfin qui étaient très inquiétants avant l'hiver, bon aujourd'hui ils se calment un petit peu, il y a évidemment plein de gens qui disent c'est de la faute de la libéralisation, on n'aurait jamais dû faire ça, le marché européen dysfonctionne, c'est n'importe quoi. Alors bon, moi c'est évidemment ce que je craignais dès le départ, hein, donc ça arrive aujourd'hui. Moi ce que je vous propose, d'ailleurs je ne sais pas si vous avez vu la proposition du Rassemblement national, alors je ne veux pas faire de politique ici, je pense que c'est pas du tout l'objet, ça aurait pu être n'importe. D'ailleurs je crois que les Républicains disent à peu près la même chose, ils veulent sortir du marché européen de l'électricité. Alors moi je trouve ça assez étonnant, parce que quand on regarde précisément les raisons pour lesquelles ça dysfonctionne particulièrement en France. Puis après, je vais regarder le reste de l'Europe. Pourquoi est-ce que ça ne marche pas en France? En fait, les prix explosent et on a des risques de pénurie en France, c'est pas du tout à cause du marché européen, qui lui-même a des problèmes, j'y reviendrai après, mais si vous regardez, c'est à cause de la disponibilité du parc nucléaire. En fait, en réalité, traditionnellement, le parc nucléaire, il produit à peu près 400 TWh, donc 400 milliards de kilowattheures par an. L'année dernière, il a produit 280 milliards de kilowattheures. Donc il a perdu plus d'un quart de sa production, plus de 100 milliards de kilowattheures n'étaient pas au rendez-vous. Cette année, ce sera à peu près pareil, on aura encore à peu près 100 TWh de manque. Alors, quand vous perdez un quart de votre parc qui est vraiment indispensable pour la sécurité d'approvisionnement, bah, c'est sûr que vous avez des problèmes de sécurité d'approvisionnement. Quand vous avez des problèmes de sécurité d'approvisionnement, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, les prix s'envolent, explosent. Et une des raisons à ça, c'est que bah, il faut trouver l'énergie quelque part. Et où est-ce qu'on va trouver l'énergie de remplaçant, de substitution? Bah, on va les acheter sur les marchés européens, parce qu'évidemment les autres producteurs français ne sont pas suffisants pour combler. Donc la France, qui était le premier exportateur mondial d'électricité il y a encore quelques années, s'est retrouvée en importation nette en 2022. Alors où est-ce qu'on trouve cette énergie? Bah, cette énergie, on le trouve essentiellement en Europe. À quel prix? En Europe, ce qui permet d'avoir de la production complémentaire pour remplacer les centrales nucléaires, c'est les centrales à gaz. Parce qu'en Europe, les centrales hydrauliques au fil de l'eau, bah, elles produisent tout le temps. Le renouvelable, ça produit tout le temps. De toute façon, ça ne va pas changer sa production parce que le renouvelable et le nucléaire n'est pas disponible. Les centrales à charbon en Europe, elles tournent ce qu'on appelle en base, là où il n'y a pas beaucoup de nucléaire. Et ensuite, ce qui fait l'ajustement, c'est les centrales à gaz. Donc, qu'est-ce qui a été obligé de produire plus l'année dernière et encore cette année par rapport aux années précédentes? C'est les centrales à gaz, notamment européennes. Et manque de bol pour la France, c'est l'année où le gaz explose. Alors manque de bol, d'ailleurs, est-ce que Vladimir Poutine avait anticipé ça? C'est pas totalement impossible. Hein. Il s'est dit, tiens, le parc nucléaire français est vraiment dans la merde, peut-être que ça va rajouter... c'est pas impossible, ils sont loin d'être idiots. Donc en tout cas, ils ont créé cette crise gazière au bon moment par rapport au problème de la France. Et donc on a racheté on a cette énergie qui devait être produite par le parc nucléaire par des moyens de production au gaz. Ces moyens de production au gaz, le parc nucléaire est produit aux alentours de 40-50 euros par mégawattheure. Les moyens de production au gaz, bah, ils ont explosé, ils étaient un peu entre 50 et 100, mais ils ont explosé à peu près à 300-400 euros par mégawattheure. Donc globalement, ces 100 TWh, ils ont surcoûté à peu près 300 euros par mégawattheure. Donc vous avez tous fait le calcul dans votre tête, ça fait 30 milliards. Donc les conséquences de cette indisponibilité nucléaire pour la France, par an, c'est un, des risques de pénurie, deux, au moins 30 milliards d'euros à aller chercher. Et il faut bien les chercher dans la poche des consommateurs. Hein. Ou alors vous bloquez tous les prix, puis c'est les contribuables qui payent, enfin c'est les générations futures qui payent. Enfin, et donc, en réalité, si vous regardez les raisons pour lesquelles le parc de production nucléaire est particulièrement indisponible, c'est un, parce qu'il faut faire ce qu'on appelle le grand carénage, donc le parc est vieillissant, donc il faut renouveler un certain nombre d'éléments, générateurs de vapeur, etc. Donc il y a des maintenances qui sont dues au fait que le parc est vieillissant. Deuxièmement, parce que le Covid a créé des fortes perturbations dans les plannings de maintenance qui perdurent encore aujourd'hui. Et troisièmement, parce qu'on s'est rendu compte que dans le design français, pas américain, français, de certains réacteurs, la corrosion sous contrainte, vous avez sans doute entendu parler, il y a des tubes qui ont présenté des problématiques qu'on n'attendait pas, des tuyaux. Et donc ça a créé une indisponibilité exceptionnelle du parc de production nucléaire qui crée les risques de pénurie et qui crée les surcoûts. Alors maintenant, on regarde où la concurrence est où là-dedans. En quoi la concurrence dans la production et la fourniture est responsable de l'âge du parc nucléaire, du Covid et de la crise en Ukraine? Non mais donc la concurrence n'y est certainement pas de la faute de la concurrence. Le deuxième point, est-ce que c'est de la faute du marché européen? Alors il y a plein de gens qui vous disent, le marché européen, il est basé sur la dernière centrale disponible, ce qui est efficace en temps normal. Bon,
j'y reviendrai, on pourra parler de la théorie des marchés marginalistes, mais en tout cas, de toute façon, la France avait besoin de cette énergie, il fallait la chercher chez ceux qui pouvaient la produire, à savoir ceux qui la produisent au gaz. De toute façon, même la construction du marché européen n'était pas en cause par rapport à ce problème-là. Donc, ceux qui disent qu'il faut sortir du marché européen, ils n'ont pas la bonne cause. C'est pas le marché européen qui est en cause. Est-ce que ce qu'ils proposent crée une solution? Pas du tout. Pas du tout. C'est pas en sortant du marché européen que vous allez trouver plus d'énergie chez nos voisins européens. Alors, est-ce que vous en trouverez plus du tout? Parce que le ministre, le maire a dit non, vous vous rendez compte, si on n'a pas le marché européen, on n'aura pas d'électricité pour l'hiver. En fait, c'est pas vrai ça. Le ministre, il simplifie énormément les choses. Il y avait des échanges électriques entre les pays européens avant d'avoir une organisation de marché européen. L'organisation du marché européen, il a juste un intérêt, c'est qu'il fluidifie tout ça, il optimise tout ça, et donc il fait en sorte qu'au niveau de la plaque européenne, les moyens de production qui sont utilisés sont les plus intéressants. Si vous sortez, vous trouverez encore de l'énergie, mais pas forcément au meilleur coût, donc ça, c'est pas du tout une solution. En plus, si vous sortez du marché européen, vous foutez le bordel chez tous nos partenaires. Pourquoi? Parce que la France, elle est quand même entre la plaque ibérique et la plaque allemande, et puis la péninsule italienne, et également avec les Grands Bretons. Enfin, eux, ils sont sortis du marché européen, donc c'est un peu différent. Mais en tout cas, si vous sortez du marché européen, vous allez créer vraiment des très forts mécontentements avec tous nos partenaires, qui risquent de mettre clairement en cause notre place dans l'Europe. Donc, le marché européen n'est, pas la cause, deux, certainement pas la solution. Donc c'est vraiment une aberration de proposer ça. Et alors, pourquoi est-ce qu'ils proposent ça? Parce que, alors c'était votre question suivante, pourquoi est-ce qu'ils proposent ça? Donc ils proposent ça, pourquoi? Parce que les Espagnols, eux, les Espagnols et les Portugais, donc la péninsule ibérique, ils ont obtenu de la Commission européenne la possibilité de valider une aide d'État auprès des producteurs d'électricité à partir de gaz, en subventionnant le gaz qui rentre dans les centrales électriques. Au niveau de la péninsule ibérique, c'est comme ça qu'ils font. Donc la Commission européenne a dit OK, on accepte une aide d'État. Normalement, on n'a pas le droit d'aider certains concurrents des autres États membres. Donc là, ils ont accepté. Pourquoi ça marche en péninsule ibérique et pas en France? Alors, ça marche en péninsule ibérique parce que la péninsule ibérique, elle est relativement isolée du reste, une péninsule, et en plus, ils sont exportateurs. Donc, si vous êtes exportateur, vous faites vous-même votre prix. Et si le prix du moyen le plus cher est artificiellement baissé parce que vous subventionnez le gaz que vous mettez dedans, vous avez le prix de marché de la plaque ibérique qui devient plus bas et qui du coup se retrouve à exporter beaucoup plus. Donc en fait, au niveau des Espagnols et des Portugais, ça fonctionne. Pourquoi? Parce que eux, ils ont du coup un prix de marché qui est beaucoup plus bas, donc les consommateurs, ils coûtent beaucoup moins cher. Mais attention, comme on a subventionné les producteurs d'électricité à partir de gaz, il a fallu rajouter une taxe sur la facture d'électricité qui venait compenser cette subvention. Et là, vous allez me dire, ça sert à quoi si on paye une taxe pour compenser la subvention qui fait baisser les prix de l'électricité? Ça sert à rien. Si, parce qu'en fait, quand vous augmentez le prix du marché de l'électricité, parce que les producteurs au gaz sont les plus chers, vous allez surrémunérer tous les autres producteurs qui produisent moins cher, et notamment les producteurs d'énergie renouvelable, et notamment ceux qui ne sont pas en contrat avec l'État. Je dis ça parce que c'est important sur la question de la France. Donc en fait, les consommateurs espagnols, grâce à ce dispositif-là, ils ont pu baisser leurs factures parce que finalement il y a moins de rémunération des producteurs d'énergie renouvelable, alors qu'ils ne sont pas concernés par le dispositif, a priori. Donc ça a marché en Espagne, effectivement, ils ont payé un peu moins cher, parce qu'il y a moins de ce qu'on appelle de rente inframarginale pour les producteurs d'énergie renouvelable. Pourquoi ça ne marche pas du tout en France? Pourquoi cette solution? Alors d'abord, cette solution-là ne consiste pas à sortir du marché européen. Donc là, il y a une confusion très forte dans les médias et dans les débats parlementaires, régulièrement à l'Assemblée, ils se trompent. Le fait, ce qu'on appelle de mettre en place la solution ibérique, n'est pas le fait de sortir du marché européen de l'électricité. C'est faux. C'est le fait de mettre en place une aide d'État pour les producteurs d'électricité à partir de gaz. Alors pourquoi ça ne marche pas en France? Notamment en ce moment. Parce qu'en ce moment, quand la France a des difficultés, et quand les prix sont très élevés, elle est importatrice. Quand vous êtes importateur d'électricité, vous payez le prix du voisin. Vous ne payez pas le prix de la production d'électricité à partir de gaz que vous avez subventionné. Donc ça n'aurait rien changé, cette proposition-là n'aurait rien changé au prix de marché français, parce que vous aurez continué à payer le prix importé de l'électricité produite à partir de gaz chez les Allemands. Donc vous n'aurez pas baissé le prix du marché de gros français. Et en plus, vous aurez subventionné les producteurs d'électricité à partir de gaz. Donc là, c'est la double peine. Vous ne gagnez rien du tout, et vous subventionnez les producteurs d'électricité à partir de gaz. Dernier point, même si vous aviez réussi à baisser votre prix de marché en France, même si vous avez baissé, est-ce que vous y gagnez beaucoup? Ben non, en réalité, parce que ceux qui bénéficient de prix de marché de gros en France très élevés,
c'est tous ceux qui sont les moyens de production inframarginaux, à savoir le renouvelable et le nucléaire. Le renouvelable, en France, il est en contrat avec l'État, soit des contrats d'obligation d'achat, soit des contrats pour différence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les producteurs ont un prix garanti, et ça veut dire que si les prix de marché sont beaucoup plus élevés, ils rendent l'argent à l'État. Et en 2023, je crois que l'État a prévu de récupérer 28 milliards d'euros en provenance des producteurs renouvelables. Donc si on baisse le prix du marché de gros en France, cette manne vers l'État va disparaître. Donc ça sert à rien en fait, il n'y a rien à aller chercher de ce côté-là. Ce qui n'est pas le cas en Espagne, parce que c'est des producteurs privés qui sont eux-mêmes sur le marché. Et le nucléaire, de par l'accès régulé à l'énergie nucléaire historique, c'est pareil. Il n'y a rien à aller récupérer, parce que le nucléaire ne vend pas son énergie sur les marchés gros, qui sont très élevés. Il vend son énergie directement aux fournisseurs et à l'entité de fourniture d'EDF, au travers d'un prix réglementé, qui est l'AREN. Donc, pour résumer tout ça, 1, le marché européen n'est pas la cause du problème. 2, ça ne va pas résoudre le problème, et au contraire, ça va l'empirer. Troisièmement, ceux qui l'ont fait pour d'autres raisons, et pour des bonnes raisons, et chez eux, ça marche. Et dernier point, et là c'est la dernière question que vous allez me poser, mais alors pourquoi la France demande une réforme du marché européen de l'électricité? C'est ça? Et vous avez raison de poser cette question, parce qu'elle est excellente. En fait, pourquoi est-ce qu'on demande une réforme du marché européen de l'électricité? C'est parce que les deux dispositifs qui nous permettent d'éviter les problèmes qu'ont eu les Espagnols, à savoir les contrats pour différence avec le renouvelable et l'AREN, sont des dispositifs qui sont aujourd'hui des dérogations de la Commission européenne au mode de fonctionnement idéal, utopique, vu par la Commission européenne. Et il y a le troisième point, qui est le contrat Excelsium, je ne sais pas si ça vous parle, mais c'est un contrat direct de long terme entre EDF, producteur nucléaire, et les grands industriels. Tous ces contrats-là sont des exceptions, des dérogations. Sont des dérogations, et d'ailleurs, j'ai oublié le dernier, c'est les tarifs réglementés. Les tarifs réglementés sont également des dérogations que la Commission européenne a acceptées à la France, mais de manière temporaire. Et donc, si la France demande une réforme du marché européen, c'est pas pour faire en sorte que le marché européen soit plus basé sur le coût marginal de la dernière moyen de production appelée. C'est juste pour obtenir la pérennisation des dispositifs de type AREN. Et moi, j'y suis très favorable, évidemment, parce que je suis à l'origine de l'AREN, donc j'y suis très favorable. Dire qu'on demande une réforme du marché européen, c'est un peu gonflé, parce qu'en fait, le marché européen s'est construit uniquement sur un marché énergie only de temps réel, marché spot, temps réel. Donc moi, ce que j'ai dit depuis le début, c'est qu'il faut compléter ce marché européen énergie only par un marché de la capacité de long terme qui permet de faire des investissements. Là encore, la Commission européenne n'est pas d'accord, hein, le marché de capacité français est dérogatoire. Donc là aussi, c'est quelque chose qu'il faut pérenniser. Et il faut avoir la possibilité de refléter dans les offres de fourniture de tous les fournisseurs, pour tous les consommateurs, les bénéfices ou les risques, d'ailleurs, de la politique énergétique de chacun des pays. Parce que là, c'est également, moi, une des grandes critiques que j'ai faites depuis le départ à la Commission européenne sur l'organisation du marché. Non seulement ils ont fait un marché énergie only, mais ils ont espéré avoir un marché énergie only unique en Europe, sans politique unique en matière énergétique en Europe. Et ça, c'est complètement aberrant. C'est pas possible. Vous pouvez pas avoir un marché unique avec un prix unique partout en Europe si vous n'avez pas une politique unique. Alors, je fais souvent la comparaison avec la monnaie unique. Jamais en Europe, on aurait espéré avoir une monnaie unique sans avoir des critères de convergence sur une politique budgétaire concernant les déficits, les dettes et l'inflation. Donc vous connaissez ces critères de Maastricht. Jamais on n'aurait imaginé faire ça, parce que sinon, si vous dites à tous les pays européens, on a la même monnaie, vous pouvez faire tout ce que vous voulez et pas du tout raisonnable dans votre politique budgétaire et on va tous assumer vos dettes. Ça, c'est le passager clandestin est certain, donc c'est pas possible. Donc la Commission européenne n'aurait jamais fait ça dans la monnaie unique. Par contre, ils n'ont pas réalisé les conséquences de la spécificité de l'électricité qui n'est pas stockable, notamment en matière de sécurité d'approvisionnement, mais ils auraient dû l'imaginer en termes de mix. On ne peut pas imaginer avoir un marché unique au niveau franco-allemand, ne serait-ce qu'au niveau franco-allemand, si la France décide de relancer le nucléaire et si l'Allemagne décide de fermer le nucléaire. Je ne parle pas du passé, hein. On peut très bien avoir des situations historiques passées très différentes et décider de tout mettre en commun. Mais on peut tout mettre en commun à condition d'être d'accord sur le futur. Mais là, on n'est pas d'accord sur le futur. Donc, il faut absolument que la Commission européenne comprenne qu'à partir du moment où on n'est pas d'accord sur le nucléaire, il faut que les Français bénéficient du nucléaire et que les Allemands n'en bénéficient pas. Et pour ça, il faut sortir le nucléaire du marché de gros européen. Et donc, il faut une offre de gros franco-française pour les Français de nucléaire. C'est l'AREN. Donc ce que demande
la France et la Commission européenne de faire, c'est ni plus ni moins que de pérenniser le dispositif d'AREN, et puis tous les autres dispositifs que j'évoquais tout à l'heure. Ouais. C'est clair? Non. Bon. Mais compliqué? C'est compliqué? Non? Ouais. C'est... Mais vas-y, dis franchement. Hein. Non, mais moi, justement, les critiques que l'on entend pas mal sur la reine, Ouais. c'est que il y a un manque à gagner pour EDF sur l'énergie. Oh, j'adore, merci d'avoir posé, j'adore. Alors, la reine. Je suis un Français bête, hein. Non, mais attends. Mais attends, il y a tellement de conneries qui sont racontées sur la reine partout. Des fournisseurs, des salauds qui se sont enrichis sur le dos d'EDF. Non, mais t'as raison de le dire, c'est important, parce que tous les présidents d'EDF le disent, même en prêtant serment devant l'Assemblée nationale. Donc, Vous ne pouvez pas penser de faire bénéficier du faible tarif de l'énergie nucléaire sans passer par un système comme la reine, sans avoir besoin de le vendre à des fournisseurs. ah bah alors, il y a un système, c'est le monopole. Donc ça, le monopole, ça a fonctionné. Pour ça a fonctionné, mais le monopole a créé un grand nombre de travers qui sont liés au monopole. Donc la productivité qui est dégueulasse, les conseils qui sont mauvais, le service client qui est horrible, les innovations qui sont ponctuelles. Donc les avantages de la concurrence ont toutes les raisons d'arriver. Mais pour revenir sur la reine, ce qu'on entend dire sur la reine. La reine, c'est scandaleux. On force EDF à vendre à prix cassé à des fournisseurs qui s'engraissent dessus. Et en plus, à cause du dispositif d'AREN, avec l'écrêtement, le plafonnement, je ne rentre pas dans les détails, ça fait monter les factures. Et donc les Français sont perdants. Alors, moi je trouve ça extraordinaire, tout ce débat-là, parce que, l'AREN fait perdre de l'argent à EDF. Les fournisseurs alternatifs, si vous regardez bien, aujourd'hui, il y en a pas mal qui sont en faillite, et qui sortent de marché, ou qui quittent carrément le marché. Hein. Même Leclerc, par exemple, là, Leclerc qui avait lancé, des gens sérieux quand même, le groupe Leclerc, qui avait lancé leur offre, et ben, ils sont sortis du marché parce qu'ils perdaient trop d'argent. Casino, pareil. Iberdrola, l'opérateur espagnol, pareil. Et d'autres font faillite. Hein. Donc les fournisseurs font faillite, EDF, et les consommateurs payent plus cher. Rien ne se perd, rien ne se crée, où est passé l'argent? Où est passé l'argent? Non mais, aujourd'hui, la réalité, c'est que l'AREN, le dispositif qu'on a proposé, il est tout à fait indispensable sur le fond, et moi je vous promets qu'une offre de gros nucléaire, et même probablement sous forme de l'intérêt économique général que j'évoquais en 2005-2006, reviendra sur le tapis de manière pérenne, parce qu'on en a besoin pour transférer cet avantage nucléaire qui est un outil de production vers tous les consommateurs français. Tous les consommateurs français doivent en bénéficier, et si on veut qu'il y ait de la concurrence, dans la fourniture, il faut que ça passe par les fournisseurs. Il y a une autre possibilité, qui est en fait l'exemple belge. Les Belges qui avaient de la production nucléaire, ils se sont dit, plutôt que mettre en place une offre de gros nucléaire, ça va être compliqué. Ce qu'on va dire, c'est que si le nucléaire est rentable, s'il y a une rente nucléaire, je vais taxer le nucléaire au prorata des prix de marché de gros, et cette rente va abonder le budget de l'État, et donc l'État va pouvoir baisser les taxes sur l'électricité ou aider les entreprises. Donc ça, c'est le système belge. Alors, le problème du système belge, moi j'ai toujours été contre le système belge, d'abord parce que ce qui rentre dans le budget de l'État, je ne le vois pas souvent bien ressortir. Deuxièmement, parce que cette rente qu'il faut calculer de manière annuelle, elle va fluctuer beaucoup avec les prix de marché de gros. Et donc là, vous avez une problématique sur la visibilité du budget de l'État. Donc c'est un problème pour le vote du budget de l'État. Et le dernier point, c'est comment vous reflétez cet avantage en termes de production d'électricité auprès des consommateurs d'électricité. Alors, vous pouvez décider de ne pas le faire. Vous pouvez dire, finalement, c'est un avantage de politique énergétique de la France, ça revient à tous les Français en tant que contribuables. Ouais, sauf qu'en termes de lisibilité de l'intérêt de la production nucléaire d'un point de vue électrique, vous allez perdre des gens au passage. Les Français vont être moins favorables au nucléaire si vous n'arrivez pas à leur démontrer que ça fait baisser leur facture d'électricité. Donc il est intéressant de refléter l'avantage du nucléaire sur la facture d'électricité des consommateurs. Alors, dernier point, vous pouvez le faire sous forme de taxes, réduire les taxes. Alors une taxe négative, c'est jamais très simple. En plus, il y a des obligations européennes en matière de taxes. Et dernier point, en termes de structure, ça c'est important. Le nucléaire, c'est une production en base. Vous avez intérêt à inciter les consommateurs à consommer en base. Et donc, et en l'occurrence, comme il y a plus de consommation le jour que la nuit, vous avez plutôt intérêt à les inciter à consommer la nuit. Donc, et c'est la nuit qu'il y a potentiellement plus de nucléaire que le jour. Donc, il y a un intérêt à avoir une offre de gros nucléaire physique qui permet d'envoyer les bons signaux, je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais les bons signaux de consommation que vous n'aurez pas forcément avec une taxe.
et qui est une taxe qui est directement proportionnelle à la consommation. Donc pour toutes ces raisons-là, moi je crois beaucoup aux produits plutôt qu'à la taxation, donc aux produits qui passent par les fournisseurs. Alors après, est-ce que c'est un produit physique ou un produit financier, c'est encore un autre sujet. En tout cas, et je l'ai dit tout à l'heure, l'AREN tel qu'il a été mis en œuvre par l'État était catastrophique. Première catastrophe, le prix. Le prix de l'AREN a été déterminé à 42 à l'époque. À 42, c'était trop élevé à l'époque. Et ils n'ont jamais réussi à se mettre d'accord avec la Commission européenne pour faire évoluer le prix. Donc effectivement, aujourd'hui, le prix de 42, il est dérisoire. Et il fait perdre de l'argent à EDF. Oui, je suis d'accord. Maintenant, EDF se rattrape avec l'écrêtement. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ce terme-là, je ne sais pas s'il faut rentrer dans les détails, c'est un peu compliqué, mais bon. En tout cas, le prix de 42 en 2012 et 42 en 2022, c'est évidemment complètement idiot. Donc, ils n'ont pas été capables de faire évoluer le prix, mais ça n'a jamais été notre souhait. D'ailleurs, notre souhait, à l'origine, c'était que le prix couvre à la fois le parc nucléaire historique, mais également le parc nucléaire nouveau, le renouvellement du parc nucléaire. Et ça n'a pas été pris en compte parce qu'avec la Commission européenne, ils ont mis en œuvre un truc temporaire, et ça, c'est dommage. Et le deuxième dispositif complètement débile qu'ils ont mis en place, c'est un plafond. Donc, en fait, les fournisseurs alternatifs, ils ont le droit à 100 TWh de production nucléaire seulement. Alors au début, ça paraissait très 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 important, un quart de la production nucléaire. Aujourd'hui, c'est pas suffisant. Et donc, vous avez un rationnement, ce que j'ai appelé l'écrêtement tout à l'heure. Vous avez un rationnement de l'énergie nucléaire au profit des fournisseurs pour leurs consommateurs. Donc en fait, vous avez un rationnement des consommateurs. Et c'est pour ça que les consommateurs hurlent, c'est que de par ce dispositif, ils sont rationnés en énergie nucléaire. Ils disent ouais, c'est scandaleux, on est rationné, les prix augmentent. Mais c'est pas le dispositif qui est en cause. C'est le fait d'avoir mis un plafond. Quand on a ouvert les télécoms, on a dit à France Télécom, vous allez avoir l'obligation d'ouvrir votre boucle de cuivre, la boucle finale de cuivre, à tous les opérateurs qui arrivent. On n'a pas dit jusqu'à un quart de la boucle de cuivre. Et même pour le réseau électrique, d'ailleurs, le réseau de distribution électrique, qui appartient aux collectivités, mais qui est géré par EDF, par une filiale EDF qui s'appelle Enedis. Quand on a ouvert la distribution à l'ensemble des fournisseurs pour l'ensemble des consommateurs, on n'a pas dit vous avez qu'un quart. Imaginez qu'on ait dit vous avez un quart. Les fournisseurs, vous avez le droit à un quart du réseau de distribution. Après, vous serez rationné. C'est comme si on leur a dit, finalement, à partir du moment où vous avez gagné plus d'un quart de part de marché, pour pouvoir acheminer l'électricité à vos clients, il faudra prendre des camions avec des batteries. Vous prenez des camions avec des batteries, vous les amenez chez vous. Oui, ça coûte beaucoup plus cher, et puis le client, il va râler, c'est sûr. Mais c'est aberrant. C'est aberrant parce que le réseau de distribution, il existe, mais le parc nucléaire, il existe aussi. Donc en fait, en réalité, ce rationnement qui a créé un écrêtement, il est très favorable à EDF, et ça, personne ne le dit. Et quand vous regardez ce qui s'est passé en 2022, tout le monde vous dira qu'EDF a vendu son AREN à 42 € par mégawattheure. La réalité, c'est faux. C'est qu'EDF a vendu 2 tiers de son du nucléaire à 42 et 1 tiers à 257 €, le prix de remplacement du rationnement, de l'écrêtement. Donc en fait, alors de mémoire, c'était le prix de vente réel de l'AREN par EDF aux fournisseurs, c'était 125 € par mégawattheure. Est-ce que c'est suffisant par rapport au coût et au problème nucléaire? J'en sais rien. Mais en tout cas, tout ça, vous dire, c'est que si aujourd'hui l'AREN n'est pas satisfaisant, c'est pas le principe de l'AREN qui est en cause. D'ailleurs, la France va continuer à se battre pour l'AREN. Et d'ailleurs, ce qui est drôle, c'est que EDF vous dit que l'AREN, c'est un poison, c'est une pilule empoisonnée, c'est un scandale, ça enrichit les fournisseurs qui ne sont pas producteurs, qui ne font rien. EDF est favorable à l'AREN pour après 2025, en fait. Ils veulent juste un prix meilleur, ils veulent juste des garanties meilleures. Donc, tout ce qu'on dit sur l'AREN, c'est clairement faux. Après, moi, il y a un point qui est important, et j'y pense à l'AREN, et je vous le dis maintenant avant d'oublier, c'est que tout le monde dit « Ah ouais, c'est le bordel, c'est le bazar, ça augmente, pénurie, etc. » La libéralisation n'a pas fonctionné. Donc, la libéralisation, la concurrence ne peut pas fonctionner. Et ils disent « Ça n'a pas fonctionné, donc ça ne peut pas fonctionner parce que l'électricité n'est pas stockable. » Ça, c'est une erreur grave de logique. C'est très grave en logique de dire ça. Moi, c'est comme si je remplace ma vieille voiture diesel, je prends une voiture électrique. Elle est neuve, elle est belle, elle est ergonomique, elle est jolie, tout ça, elle a des capteurs, et elle ne marche pas. Merde, la voiture électrique ne marche pas. Donc ça veut dire que si elle ne marche pas, ça veut dire que les voitures électriques ne peuvent pas fonctionner. Ouais, sauf que j'ai oublié de mettre les roues, j'ai oublié de mettre le volant, Donc en fait, pour tout vous dire, la libéralisation, je vous le reconnais, elle ne marche pas, la libéralisation, c'est pas satisfaisant du tout. Moi, je suis pas du tout content du résultat dans lequel on est. Pour ça dire que je continue à faire du lobbying, et si vous l'avez peut-être vu, des plateaux de télé, d'intervenir pour dire, attendez, faut pas se tromper. La libération n'est pas satisfaisante, le marché européen n'est pas satisfaisant, mais ça ne veut pas dire que ça ne peut pas marcher.
Parce qu'il y a plein de choses que ça peut apporter, d'ailleurs que ça a apporté en particulier. Le couplage des marchés européens, ça a permis d'optimiser les parcs de production européens quand tout va bien, ça permet d'économiser des milliards d'euros, ça personne ne le dit. Hein. Effectivement, c'est pas suffisamment bien organisé pour que ça soit robuste à toutes les situations et les conjonctures, notamment les plus difficiles, comme celles qu'on vit aujourd'hui, mais en réalité, c'est super efficace. Mais malheureusement, il faut mettre des roues et un volant pour qu'une voiture fonctionne bien. Ouais, c'est pareil pour le marché, il faut l'organiser correctement, et il faut savoir tenir compte des spécificités que sont la non-stockabilité. Putain, j'ai répondu longuement aux questions, là. Oui. Il y avait une question là-haut, mais je crois qu'il est parti entre-temps, en fait. Vas-y. Bonsoir, vraiment, merci pour votre intervention. Avec le développement des technologies de stockage, les batteries lithium, mais le plus particulièrement, par exemple, l'hydrogène qui peut être mis qui peut être développé à plus grande échelle. Est-ce que cela devrait, selon vous, se traduire par un renouvellement du marché de l'électricité européen? Et question subsidiaire, quels seront les effets de ce nouveau caractère stockable pour les fournisseurs d'électricité? Alors, d'abord un tout petit point technique. L'électricité n'est pas stockable. Ce qu'on stocke dans les batteries, c'est de l'énergie chimique, dans les barrages, de l'énergie potentielle, voilà. Et après, on le retraduit en électricité. Donc, le problème de la non-stockabilité de l'électricité reste. C'est-à-dire que sur le réseau électrique, vous devez avoir en permanence l'équilibre entre la production et la consommation, ou plus exactement entre les injections et les soutirages. Comme ça qu'il faut le dire. Et ça, c'est une difficulté qui perdurera. Alors après, pour répondre à votre question précisément, jusqu'à il y a encore 10-20 ans, on était dans une logique, à part quelques exceptions, on était dans une logique où la production s'adaptait à la consommation. Alors on envoyait quand même quelques signaux tarifaires à la consommation pour dire, attendez, essayez quand même de rationaliser votre consommation dans la mesure du possible pour éviter que ça soit trop cher en production. Mais globalement, c'est la production qui s'adaptait à la consommation. Là, le problème, c'est qu'avec le réchauffement climatique, il va falloir transformer notre outil de production vers évidemment des outils décarbonés. Et dans les outils décarbonés, vous avez deux grands types principaux en matière d'électricité. C'est le nucléaire d'une part et les énergies renouvelables d'autre part, et notamment l'éolien et le photovoltaïque. Alors, le nucléaire, il a l'avantage de produire quand on lui demande, mais d'un point de vue économique, c'est quand même beaucoup mieux qu'il produise en permanence. Donc, en fait, en réalité, il est très peu modulable. Il produit en bas, ce qui est déjà très très bien, de manière relativement garantie, sauf quand on a une conjoncture un peu particulière comme aujourd'hui, donc ce qui est bien pour l'avenir. Mais c'est compliqué de mettre du nucléaire partout, surtout dans les pays où ils n'en veulent pas. Donc, il va falloir développer effectivement les énergies renouvelables, d'autant plus que c'est d'un point de vue compétitivité quand même relativement intéressant, et d'autant plus qu'on va pouvoir effectivement stocker l'énergie renouvelable quand on en a trop, pour pouvoir le réinjecter quand on n'en a pas assez, quand il n'y a pas de vent ou pas de soleil. Alors, il y a déjà des moyens de stockage historiques qui sont quand même très très efficaces, hein, c'est ce qu'on appelle les STEP, les stations de turbinage et pompage, donc les doubles barrages qui turbinent et qui pompent quand on leur demande. Et effectivement, on s'attend à un développement des systèmes de stockage nouveaux, et notamment les batteries. Alors, soit les batteries en réseau, soit les batteries sur les voitures qui peuvent servir de stockage pour le réseau, hein, qui peuvent évidemment recharger, donc soutirer du réseau, mais réinjecter dans le réseau, c'est tout à fait envisageable pour l'avenir, ou des systèmes d'hydrogène ou de gaz to power qui peuvent servir de stockage. Donc moi, je crois que, notamment de par le fait qu'il y a quand même pas mal de pays qui veulent pas de nucléaire et qui vont devoir développer massivement le renouvelable, ces technologies, oui, vont se développer massivement. Moi, je crois également beaucoup encore, hein, j'y croyais en 2004, mais j'y crois encore beaucoup, parce que je travaille même sur certains projets là-dessus, au fait que les consommateurs soient beaucoup plus interactifs sur leurs demandes par rapport à la quantité de production disponible. Et de ce point de vue-là, le développement des nouvelles technologies de l'information et de l'informatique, de la communication, doivent faire en sorte que, typiquement, nos chauffages électriques doivent être beaucoup plus pilotés par le système électrique, que par les simples postes tarifaires très basiques qu'on a aujourd'hui. Et typiquement, éteindre votre radiateur pendant 1 heure ou 2, ça va quasiment pas changer la température chez vous, vous allez quasiment pas le sentir, alors que du point de vue du réseau électrique, ça peut avoir des apports très importants, notamment quand vous êtes dans une logique
de transformation de tout le chauffage carboné, notamment au fioul ou au gaz, vers des systèmes électriques, même des systèmes électriques performants type pompe à chaleur. Donc ça, c'est des choses qui vont devoir se développer en parallèle des systèmes de stockage. Moi, j'ai tendance à penser qu'en France, si on relance beaucoup le nucléaire en conservant nos moyens de pompage, turbinage et avec pas mal d'intelligence au niveau de la consommation, plus les batteries de véhicules électriques, si on arrive à faire des recharges, des charges intelligentes, ce ne sera pas forcément utile de développer énormément de batteries additionnelles. Ce qui n'est pas forcément dans d'autres cas, dans d'autres pays où ils auront pas de nucléaire. Mais en tout cas, si on croit au réchauffement climatique et à la nécessité de lutter contre le réchauffement climatique, ouais, il va falloir aller vers ça. Donc, il y aura des opportunités de développement dans la flexibilité, tous les éléments de flexibilité du réseau, que sont le stockage et les consommations intelligentes. Ça répond à la question. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Justement sur parce que vous avez développé du coup la politique énergétique qu'on pourrait envisager en France là à l'instant, en tout cas les quelques pistes. Et sous quel modèle économique on doit envisager ça? Est-ce que selon vous le modèle de monopole qui a été redécidé l'année dernière par la Première ministre est un modèle viable pour la suite en ce qui concerne l'entreprise EDF pour la production? Alors, elle a pas décidé du monopole de EDF. Enfin, le monopole de production nucléaire, oui. Le monopole de production nucléaire va perdurer. Par contre, elle a décidé de nationaliser, de renationaliser EDF, alors par voie boursière d'ailleurs. Ce que je pense de la nationalisation d'EDF, moi je pense que dans EDF, il y a quand même des activités qui correspondent à des infrastructures essentielles. Donc le gestionnaire de réseau de transport, c'est un monopole naturel national. Les gestionnaires de réseaux de distribution sont des monopoles naturels locaux. Alors il y en a un qui représente 95% du territoire, qui est Enedis, mais il y en a quand même pas mal d'autres à droite à gauche, comme à Strasbourg, à Metz, à Grenoble, qui n'ont pas vocation à être mis en concurrence. Et la production nucléaire, qui à mon avis n'a également pas vocation à être mise en concurrence. Donc toutes ces activités qui n'ont pas vocation à être mises en concurrence, notamment ce qui concerne le nucléaire, qui est très capitalistique, qui a des enjeux qui sont des enjeux vraiment nationaux et globaux, notamment des enjeux de sûreté, des enjeux de stockage des déchets, et des enjeux économiques également, parce que quand vous investissez massivement dans le parc nucléaire qui coûte très cher, si demain on trouve une technologie beaucoup moins chère pour produire de l'électricité, on risque d'avoir des coups échoués sur les bras. Bon, pour toutes ces raisons-là, de mon point de vue, les activités nucléaires, la production nucléaire a vraiment des raisons d'être nationalisée. Et c'est important en ce moment parce qu'on a beaucoup d'argent à mettre dans le redéveloppement du parc. Est-ce que ça légitimait la renationalisation de l'ensemble de la société EDF, du groupe EDF? Là, j'en suis moins sûr. Maintenant, moi, ce que je pense, c'est qu'il y a des contraintes sociales et politiques autour du groupe EDF qui font que pour pouvoir nationaliser et donc recapitaliser et redévelopper les investissements de la partie production, il faut le faire dans son ensemble, sinon vous allez avoir tous les syndicats sur le dos et puis toute une classe politique particulière également, donc ça va être compliqué. Donc moi j'aurais tendance à penser que la solution idéale, c'est effectivement de nationaliser les choses qui ont des vocations à être nationalisées, donc le nucléaire et sans doute les réseaux également, mais tout ce qui est concurrentiel, tout le reste qui est concurrentiel, y compris les grands barrages hydroélectriques, parce qu'on dit qu'il ne faut pas mettre en concurrence les grands barrages hydroélectriques. La question des barrages hydroélectriques, c'est pas de vendre les barrages qui appartiennent à l'État. Je tiens à le rappeler, les barrages appartiennent à l'État, ils sont sous concession chez EDF, on peut très bien mettre ces concessions en concurrence, en captant sous forme de redevance la rente de la production de ces barrages au profit de l'État ou directement au profit des consommateurs, ça dépend du schéma qu'on met en place, mais en mettant en concurrence tous ceux qui vont optimiser, gérer, développer ces moyens de production particuliers. Alors c'est pas ce qui a été retenu par l'État, c'est malheureux, parce que du coup il se passe rien, il n'y a pas d'investissement, même pas d'EDF. Mais en tout cas, tout le reste, le renouvelable, tout ce qui est stockage, tout ce qui est flexibilité, tout ce qui est commercialisation, tout ce qui est si combiné gaz, on en a encore quelques-uns en France, tout ça, il n'y a pas de raison de le nationaliser. Sachant qu'il ne faut quand même pas oublier que si vous regardez un petit peu l'histoire des nationalisations et des sociétés gérées par l'État en France, je ne sais pas ce que c'est dans les autres pays, mais en France, c'est une catastrophe. Hein. On est vraiment nos politiques ne sont pas du tout doués pour gérer des grandes entreprises. Ce qui n'est pas étonnant d'ailleurs, parce qu'ils ont souvent des contraintes qui sont totalement contradictoires, et on l'a vu avec EDF d'ailleurs, avec Ségolène Royal, j'en parlais tout à l'heure.
Vous avez des contraintes sociales, des contraintes politiques, des contraintes sociétales, des contraintes technologiques, des contraintes économiques et financières, et qui tirent parfois dans des directions totalement opposées, et notamment sur pourquoi est-ce qu'EDF est dans une situation aussi inconfortable aujourd'hui. C'est parce que comme les différents gouvernements ont toujours refusé à EDF les différentes augmentations tarifaires qu'ils demandaient pour des mauvaises raisons, enfin, ils refusaient pour des mauvaises raisons alors que c'était demandé pour des bonnes raisons, et ben on voit bien qu'EDF est dans une situation très inconfortable. Et je vais vous donner un exemple, c'est que la plupart des ministres avait pour objection quand EDF demandait, je me souviens que le président Gadonex avait demandé des augmentations de 30 à 40% en quelques années, il avait été viré pour ça, vous êtes fous, vous allez nous flinguer les élections présidentielles, il a été viré. Et la raison à ça, c'est que les ministres disaient, mais on ne voit pas pourquoi il faudrait augmenter les prix alors que vous gagnez de l'argent déjà. Donc en fait, les hommes politiques ne font pas la différence entre une situation comptable et une situation financière. Ils ne conçoivent pas qu'une société ait potentiellement besoin de cash flow pour pouvoir réinvestir dans l'outil industriel parce qu'elle gagne déjà de l'argent comptablement. Quand on est à ce niveau-là de méconnaissance de l'économie et de l'industrie, bah, vaut mieux faire gérer les entreprises par des actionnaires privés. Voilà. Donc, et j'ai peur que la classe politique ne progresse pas beaucoup en la matière, quoi, en fait. Donc, faudra voir. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou vous êtes vraiment abattus là, non? Oui. Par rapport au fait que vous avez dit que l'électricité c'est une ressource qu'on ne peut pas encore stocker et qu'on ne pourra probablement jamais stocker. Est-ce qu'on peut imaginer que donc aujourd'hui l'ouverture à la concurrence des fournisseurs d'électricité puisse engendrer un jour une ouverture à la concurrence des producteurs d'électricité? Aujourd'hui, la production, en fait, en 96, au moment de la directive, la production a été entièrement ouverte à la concurrence, sauf exception, notamment dans le nucléaire. Le nucléaire, c'était théoriquement ouvert à la concurrence, seulement il y avait des contraintes indépendamment du marché de l'électricité qui faisaient que n'importe qui ne pouvait pas développer une centrale nucléaire. Donc c'était théoriquement ouvert, mais c'était en réalité pas ouvert. D'ailleurs, Engie a essayé de développer ses propres centrales nucléaires, je ne sais pas si vous le savez, mais le gouvernement a refusé. Et alors qu'ils ont la connaissance, hein, ils sont exploitants de centrales nucléaires en Belgique. Donc le marché de la production, il était ouvert à la concurrence. Mais moi, je rebondis sur votre question qui est intéressante, sur ta question qui est intéressante, parce que en fait, je l'ai dit, il y a des spécificités du marché de l'électricité qui font que l'ouverture à la concurrence est compliquée. J'ai pas dit qu'elle était impossible, certainement pas. J'ai pas dit qu'elle n'était pas profitable, certainement pas. J'ai dit qu'elle était compliquée et que comme on l'a mal fait, ça a pas bien marché pour l'instant. Si je regarde précisément ce qui est compliqué, c'est lié à la non-stockabilité, donc c'est lié finalement à la sécurité d'approvisionnement, et ça c'est une pure question de production. Ce qui est compliqué aujourd'hui, c'est d'avoir des producteurs en quantité suffisante, dans des filières les optimum pour avoir les coûts de production les plus efficaces, et donc c'est de la production. Et en fait, en réalité, même si la directive de 96 prévoyait une ouverture à la concurrence immédiate de toute la production et progressive de la commercialisation, en réalité, si on voulait éviter les difficultés liées aux spécificités de l'électricité en matière de concurrence, on devrait avoir logiquement pour réflexe de ne pas mettre en concurrence la production, de dire la production, et notamment la sécurité d'approvisionnement, c'est un bien public. D'ailleurs, je l'ai dit tout à l'heure, hein, si vous n'avez pas assez de production, tout le monde est concerné. Ce n'est pas votre opérateur qui est en défaillance, qui va provoquer des défaillances chez les consommateurs. Donc, la sécurité d'approvisionnement, c'est un bien public. L'électricité, d'ailleurs, c'est une commodité, c'est un bien de première nécessité important. Donc, si on devait avoir une seule des deux jambes qui soit ouverte à la concurrence, évidemment, il faut ouvrir la concurrence à la fourniture. Parce qu'il n'y a aucun risque à ouvrir la concurrence à la fourniture. Imaginez que vous ayez qu'un seul producteur en France qui garantit cette sécurité d'approvisionnement, qui approvisionne tous les fournisseurs, un peu le cas de la farine tout à l'heure. Et ben, s'il fait correctement son boulot, évidemment, s'il fait pas correctement son boulot, c'est un autre sujet, mais s'il fait correctement son boulot, avec les bonnes directives, il n'y a plus aucun problème de sécurité d'approvisionnement, il n'y a pas un problème de prix, il y a un seul prix pour tout, au niveau du marché gros, il n'y a plus de possibilité d'abus de position dominante amont sur le marché aval, enfin bon, voilà. Donc, d'ailleurs, c'est un dispositif qui s'appelle l'acheteur unique, mais en l'occurrence, voilà, je confirme que la concurrence dans la fourniture, c'est évidemment ce qui apporte le plus parce que ça va permettre d'apporter les innovations, les nouveaux services pour consommer moins et pour consommer mieux, le service client qui va permettre
donc aux fournisseurs qui est en relation avec le client de faire participer le client aux enjeux de la transition énergétique en matière d'efficacité énergétique passive, donc la rénovation, mais également active, ce que je disais tout à l'heure, le fait de transformer les consommateurs en consommateurs, donc de piloter la consommation du client en fonction des contraintes du système électrique. Donc voilà, encore une fois, si on était raisonnable, on raisonnerait comme ça. Malheureusement, c'est pas le cas de quelqu'un que vous connaissez comme peut-être, c'est Jean-Marc Jancovici. Moi, j'ai toujours été étonné que Jean-Marc Jancovici, qui dit plein de choses intéressantes dans le domaine de l'électricité, dise il faut pas mettre en concurrence la fourniture. Je ne sais pas d'où il sort ça et pourquoi il sort ça. C'est mettre en concurrence la fourniture, c'est aucun risque et que des bénéfices. Donc voilà, c'est un peu étonnant. Et dernier point sur qu'est-ce qu'il va falloir faire dans l'avenir. Moi, je pense qu'on va s'orienter potentiellement vers un système où effectivement il y a un acheteur unique entre les producteurs et les fournisseurs, au moins pour tout ce qui est hors marché européen. Et tout ce qui est hors marché européen, c'est tout ce qui a des dispositions nationales particulières, donc le nucléaire et le renouvelable, potentiellement l'hydraulique. Bon, alors vous allez me dire, ça fait faire beaucoup en France, hein, mais voilà, tant pis. Au moins, on aura une organisation centralisée qui permettra d'éviter les situations de pénurie, déséquilibre, comme je l'évoquais tout à l'heure. Oui. Est-ce que vous pouvez reparler du système européen avec le coût marginal des énergies centrales? Pourquoi, globalement, sans être dans ce cas de figure où la science politique, pourquoi ça devrait être un système? Alors, c'est une question super intéressante, en vrai, c'est un peu technique, mais il y a un théorème qui s'appelle le théorème de Ramsay-Boiteux. Boiteux, c'est un ancien président d'EDF qui a développé toute la théorie économique de la tarification d'EDF à la direction de la stratégie, dans laquelle j'ai travaillé, qui existe encore. Il vient d'avoir ses plus de 100 ans, là, et qui a démontré que un marché purement marginaliste, ça veut dire où on tarifie le prix d'un bien au moment où il le produit, au prix de l'entité qui le produit au plus cher, eh ben, c'est la tarification la plus efficace en matière de signaux économiques. Alors, c'est vrai que ça peut paraître un peu bizarre, mais en fait, ça s'explique assez simplement. C'est que dans un système électrique, par exemple, et c'est pas vrai que pour le système électrique, mais dans un système électrique, par exemple, vous avez des moyens de production nucléaires qui coûtent très cher d'un point de vue capitaux et beaucoup moins cher en utilisation, très très peu cher en utilisation. Puis après, vous avez des moyens, bon, à l'époque, il y avait du charbon qui était un peu moins cher à investir, mais un peu plus cher à utiliser. Après, vous avez le gaz, encore un peu moins cher à investir, mais un peu plus cher à utiliser. Puis après, les moyens d'extrême pointe, comme des turbines au fioul. Et donc, en fonction du moment où vous allez consommer, vous avez besoin soit du parc nucléaire, soit des uns, soit des autres. Donc vous avez, en fonction du moment où vous consommez, vous avez un prix de l'unité marginale qui va être très différent. Si vous consommez en pleine nuit en été, vous avez que des parcs de production, que des centrales nucléaires qui fonctionnent. Donc vous avez un prix marginal qui est très faible, et si vous consommez à la pointe hivernale, vous avez un coût marginal qui est très très faible. Ce que démontre ce théorème, c'est que si vous tarifez la totalité de la consommation à un moment donné au prix de l'unité la plus chère, eh ben, vous allez couvrir la totalité des coûts de la filière. Parce qu'en fait, ce qu'on appelle la rente inframarginale, c'est-à-dire les bénéfices que fait un moyen de production pas cher en coût d'utilisation, le nucléaire, quand il vend son électricité très cher à un moment où on utilise une centrale au fioul ou au gaz, cette rente inframarginale, ces bénéfices-là, permettent de couvrir les coûts d'investissement de la centrale. Donc, en fait, ce qu'a fait Boiteux dans la tarification de l'EDF, alors tarification pour les industriels, hein, parce qu'il faut des compteurs sophistiqués pour savoir ce que vous consommez à quel moment, j'en ai parlé tout à l'heure, eh ben, il a dit aux industriels, maintenant je vais diviser votre période de l'année en période globalement de coûts marginaux, et donc ceux qui consomment en été la nuit vont payer très très peu cher, et ceux qui consomment en hiver le jour pendant la pointe vont payer très très cher. Donc en fait, à l'époque du monopole, Monsieur Boiteux, et tout le monde reconnaît ça comme étant génial, il a mis en place une tarification au coût marginal qui correspond exactement à ce qu'on a mis en place au niveau du marché européen pour les différents moyens de production. Et aujourd'hui, tout le monde dit c'est un scandale, le marché marginaliste, les gens disent on a indexé le prix de l'électricité sur celui du gaz. Totalement faux, c'est pas une question d'indexation, c'est juste que aujourd'hui on a besoin de beaucoup de gaz, et donc le prix de l'électricité c'est le prix au gaz. Alors, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut le démontrer, cette tarification au coût marginal, qu'elle se fasse dans le cadre d'un monopole pour des tarifs ou dans le cadre d'un marché ouvert, comme dans le marché européen,
on démontre que non seulement ça couvre tous les coûts, mais ça crée les bonnes incitations des deux côtés. C'est-à-dire que ça crée les bonnes incitations pour le consommateur pour consommer au moment où ça va coûter le moins cher à la collectivité. Donc ça, c'est quand même intéressant pour la collectivité. Mais ça envoie également les bons signaux aux producteurs, parce que on se rend compte que si les moyens de production ne sont pas exactement dimensionnés à l'optimum pour répondre à la demande, bah soit il n'y en a pas assez, et auquel cas, ils vont être surrémunérés, et donc ils vont être incités à investir. Soit il y en a trop, et dans ce cas-là, ils vont être sous-rémunérés, et ils vont être incités à arrêter d'investir. Et ça, non seulement ça marche en niveau de parc de production, mais ça marche aussi en structure. Je ne vais pas vous le démontrer, il y a un tableau, là je pourrais le faire, mais je ne vais pas vous le démontrer, mais ça se démontre assez facilement en fait en réalité. Hein. Vous pouvez démontrer que la tarification au coût marginal, elle est extraordinaire, presque magique en matière d'incitation, aussi bien à l'amont, aussi bien à l'aval, que pour orienter tout le monde vers le parc optimal qui coûte le moins cher pour alimenter la consommation. Alors, vous allez me dire, et pourquoi tout le monde hurle aujourd'hui Pourquoi Alors, il y a quand même un certain nombre de conditions pour que ça marche bien. Je vais les évoquer après. En l'occurrence, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Déficit de production, notamment nucléaire, envolée des prix du gaz, on a besoin de beaucoup de centrales à gaz, les prix de l'électricité sont très fréquemment liés, pas indexés, liés au prix du gaz, parce que c'est la dernière unité appelée, ça crée une rente inframarginale colossale pour les autres moyens de production qui ont des coûts de production moins chers. Alors, est-ce que, j'ai dit tout à l'heure que cette rente, elle était utile, parce qu'elle incitait à investir dans les moyens de production qui vont finalement combler cette situation anormale. Donc effectivement, si tout marchait bien, on devrait avoir en ce moment des investissements très importants dans les moyens de production inframarginaux, ceux qui vont remplacer les centrales au gaz. Donc c'est finalement plutôt bien. Alors le problème, c'est que ces moyens de production, c'est quoi? C'est le nucléaire. Est-ce qu'on va investir dans le nucléaire parce que les prix de production et les prix du marché de gros sont aujourd'hui très très élevés? La réponse est non, parce que pour investir dans le nucléaire, déjà, il faut être dans un pays qui l'accepte, et puis en plus, il faut être dans des conditions où c'est possible. En tout cas, c'est des délais qui ne sont pas compatibles avec ça, donc ça ne marche pas. Le renouvelable, c'est des moyens de production, notamment en France, qui se font dans un cadre de soutien, de subvention, de contrats pour différence, donc ça ne marche pas comme ça. Et par ailleurs, d'un point de vue investissement globalement, pour que tout ça fonctionne, il faut, et là je vais revenir sur les conditions pour que ça fonctionne, il faut plusieurs choses. Donc il faut que les filières soient en développement, et facilement en développement, et géographiquement partout en développement. On a un marché de gros qui est européen, et on ne peut pas développer des filières nucléaires en Allemagne, et on ne peut pas développer, par exemple, de centrales au gaz en France. Donc on voit bien que les filières ne sont pas en développement, donc ça crée quand même un problème. Et l'autre condition qui est importante pour que ça fonctionne, c'est que parmi les coûts marginaux, il y en a un qui est très 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 particulier, qui s'appelle la défaillance. La défaillance, c'est quoi? C'est que on ne peut pas mettre en place un parc de production électrique qui réponde à n'importe quelle situation conjoncturelle. Il est impossible de garantir le risque zéro. Parce que si on voulait garantir la possibilité d'alimenter tout le monde tout le temps, même s'il fait moins 20 degrés et si le parc nucléaire est en rade, il faudrait mettre en réserve énormément de moyens de production, et ça se coûterait une fortune, et même si on tire les paramètres, c'est pas possible à l'infini. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes obligé d'admettre que, en espérance, sur une durée à définir en termes de paramètres, vous devez accepter de ne pas avoir assez pour tout le monde. Et ça se théorise dans la théorie de la défaillance, avec un prix de la défaillance. Historiquement, le prix de la défaillance, c'était le PIB de la France divisé par la production électrique de la France. Et là, vous obtenez un prix en euros par mégawattheure qui vous dit finalement, mon coût d'investissement de la défaillance c'est zéro, j'ai rien à investir pour le coût de la défaillance, par contre j'ai un prix d'utilisation de la défaillance qui est colossal. On atteint les 20 000 euros par mégawattheure minimum, peut-être même plus. Pour que la tarification au coût marginal fonctionne, il faut accepter de tarifer pendant les 3 heures de défaillance, qui est le paramètre de sécurité d'approvisionnement de la France. Alors, je ne sais pas si je ne vous ai pas totalement perdu tous, mais bon, c'est pas grave. Donc, dans la tarification au coût marginal, il faut tarifer pendant 3 heures à 20 000 euros par mégawattheure. C'est une théorie qui a été traitée dans la tarification du monopole en disant, au lieu d'avoir 20 000 euros par mégawattheure, parce que c'est très très cher pendant 3 heures, je vais étaler ces 3 heures sur l'ensemble de la marginalité du moyen de production le plus cher. Donc en fait, sur à peu près 200 heures. Et donc là, je vais récupérer ce coût marginal de la défaillance sur sur le moyen de production le plus cher. D'ailleurs, c'est important ce coût marginal de défaillance, qui est virtuel, parce qu'on ne paye jamais cette défaillance-là, parce que les moyens de production les plus chers,
La seule rente inframarginale qui récupère dans le coût marginal, c'est quand on est en défaillance. Parce que quand on tarifie au coût marginal, le moyen de production le plus cher, bah finalement, il vend au prix variable. Il vend à son prix variable, donc il ne rémunère jamais son investissement fixe. Donc s'il veut rémunérer son investissement fixe, il faut qu'il ait une rémunération additionnelle. Et donc c'est cette fameuse défaillance. Alors tout ça, ça fonctionne quand on répartit dans une tarification dans le monopole. Dans le marché européen, ça ne marche plus du tout. D'abord parce que la défaillance n'est pas déterminée. Je veux dire, il n'y a même pas d'accord entre les pays européens. Je vous parlais de la politique unique européenne et du marché unique. Pour avoir un marché unique, il faut une politique unique. Et pour avoir une politique unique, il faut au moins une convergence sur le mix énergétique, je l'ai cité, mais il faut également une convergence sur la sécurité d'approvisionnement. Parce que le niveau de sécurité d'approvisionnement va déterminer le dimensionnement de votre parc et surtout va déterminer tout ce que vous mettez en réserve, qui vous coûte très cher et qui sert quasiment jamais. Il faut évidemment être d'accord entre les pays. Si on veut partager tout, il faut qu'on soit d'accord sur ce qu'on met en réserve et quelles sont les situations contre lesquelles on veut se protéger. Et ça, on n'est pas d'accord. Non seulement on n'est pas d'accord sur le niveau, on n'est pas d'accord sur la manière de le rémunérer le producteur dessus, donc les rémunérations de la capacité, et donc ça ne peut pas marcher. Donc il faut avoir des traitements nationaux sur la question. En tout cas, sur le marché européen de l'énergie, il n'y a aucune chance de refléter cette valeur de la défaillance, parce qu'encore une fois, c'est un choix, c'est vraiment un choix politique. Hein. Le choix de la défaillance que vous choisissez d'avoir, c'est vraiment un choix politique. Et donc, il n'y a aucune chance que ça se traduise sur un marché boursier où il n'y a que des opérateurs. Et donc ça ne peut pas fonctionner. Alors, qu'est-ce qui se passe quand vous arrivez au niveau des pénuries? Eh ben, les prix s'envolent à l'infini. Parce que comme l'électricité n'est pas stockable, quand il n'y a pas suffisamment d'offres par rapport à la demande, comme la demande est très très peu élastique, en réalité, surtout en temps réel, bah vous avez des prix qui s'envolent à des niveaux très très élevés, largement au-delà, même du coût marginal. Et vous avez remarqué que tout le monde a critiqué le marché européen de l'énergie, de l'électricité, en disant ouais, le prix du gaz c'est scandaleux, on a indexé le prix de l'électricité au gaz, c'est scandaleux. Mais la réalité c'est qu'en France c'était bien pire que ça. Le marché allemand, qui n'était pas sous-capacitaire, lui avait un prix de l'électricité qui effectivement a atteint des niveaux très élevés à cause des prix du gaz, mais pas beaucoup plus élevés. En France, nos prix de marché de l'électricité ont dépassé de 30 à 40% le prix allemand, sans aucun lien finalement avec les prix du gaz. Uniquement parce qu'on avait des pénuries qui n'étaient pas traitées dans l'organisation du marché. Donc moi, ma proposition sur la question, c'est certainement pas de modifier le marché gros européen spot qui permet d'optimiser les moyens de production existants. Par contre, il faut traiter les filières spécifiques à chaque pays, et notamment le renouvelable nucléaire au travers d'offres directes vers les fournisseurs et les consommateurs, je l'ai dit. Il faut mettre en place une rémunération de la capacité qui permette de compenser l'absence du marginal défaillance dans les marchés marginaux européens, donc, et qui permettent d'investir dans les moyens de production. Mais en l'occurrence, moi, je souhaite pas investir dans les moyens de production au gaz, au charbon ou au fioul. Mais par contre, c'est indispensable, cette rémunération de la capacité, elle est indispensable pour rémunérer les investissements dans la flexibilité, donc les outils de pilotage de la consommation et les stockages dont on parlait tout à l'heure. Donc, cette rémunération de la capacité, elle est nécessaire. Mais en contrepartie de quoi, il faut qu'on mette dans les marchés de l'énergie only un cap de prix qui correspond au maximum des coûts marginaux en fonction de la réalité des prix des commodités et des matières premières. Parce que avoir un marché énergie only, enfin un marché énergie en plus d'une rémunération de capacité qui s'envole à des prix stratosphériques, ça sert à rien. C'est dans un marché énergie only où il n'y a pas de rémunération de capacité, certains économistes, je ne sais pas s'il en reste beaucoup, pensaient que ça pouvait compenser le mécanisme de capacité. Moi, je ne le pense pas parce que atteindre des prix stratosphériques, c'est pas du tout bon dans un marché. C'est pas bon dans un marché. Pourquoi? C'est parce que des pics de prix qui arrivent une fois tous les 10 ou 20 ans, c'est pas un signal prix qui incite un investisseur à investir. Parce que pour investir, il faut financer. Pour financer, il faut de la visibilité. Un pic de prix tous les 10 ou 20 ans, c'est pas suffisamment visible pour investir. Donc ça marche pas. Et puis en plus, pour les consommateurs, c'est très très douloureux de voir tous les 10 ou 20 ans la facture exploser, comme on peut le voir aujourd'hui. Donc, pour toutes ces raisons-là, je pense qu'il ne faut pas un marché énergie only, il faut un marché énergie et une rémunération de capacité, mais il faut un marché de l'énergie qui soit, lui, capé pour pas déconner, même quand on atteint la situation conjoncturelle la plus défavorable. Quand vous avez une situation très défavorable, où il fait très froid, et où vous n'avez pas suffisamment, notamment de centrales nucléaires, bah, le fait que les prix de marché atteignent des caps de prix 10 000, 20 000 euros, ça ne sert à rien. C'est pas là que vous allez développer des centrales nucléaires ou vous allez faire quoi que ce soit d'autre. C'est pas la peine.
Donc la rémunération de capacité, elle est censée venir en contrepartie de ça. Donc le marché européen, non, aujourd'hui, si on traite correctement, d'une part, les spécificités de l'électricité, d'autre part, les différences entre les pays, et qu'on a cette répartition entre rémunération de capacité et rémunération de l'énergie, sans aller trop loin, il n'y a rien d'autre à faire. Ils ont démontré leur efficacité en matière de dispatching optimum du parc européen d'électricité. Je ne sais pas si c'était clair ce que je vous ai raconté, il y a beaucoup de choses là-dedans, mais ça a répondu à la question ou un peu, pas, enfin... Bon, bah, merci beaucoup, en tout cas, pour votre présentation et pour toutes vos réponses aux questions que vous avez Merci posées. de votre invitation. Je suis désolé si c'était un peu compliqué. J'ai oublié de dire une chose, et je vais me faire gronder si je ne le dis pas, mais les sociétés que je développe, donc notamment Homios et Amperus, seraient ravis d'avoir des stagiaires ou des futurs employés de l'école des ponts et chaussées. Donc n'hésitez pas, si ça vous intéresse de travailler dans ce domaine, il y a plein de choses à faire. N'hésitez pas à revenir vers moi, vous avez mes coordonnées. Voilà. Merci à tous.